Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3 comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin en direct sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch pour revenir sur l'actualité des cryptos, blockchain, NFT, etc. Et puis interviewer les acteurs clés de l'écosystème. Aujourd'hui, pas d'interview, aujourd'hui un numéro spécial où on va revenir sur l'événement du week-end CryptoXR. On recevra tout à l'heure Maxime, l'organisateur, qui viendra nous raconter un petit peu les coulisses et son feedback un petit peu de l'événement. Mais avant ça, nous allons traiter de la situation sur les marchés, ce qui nous emmènera à des discussions passionnantes sur ce qui se passe au niveau géopolitique, et bien, notamment lié à la politique menée par Donald Trump. On parlera également de plein d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un commentaire, à mettre un like, c'est important pour nous. Et puis, pendant l'émission, n'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser dans les commentaires, on essaiera d'y répondre le plus possible. Alors, avant de commencer et d'accueillir mes invités, je vais remercier le partenaire de cette émission, partenaire l'école blockchain Alira, qui est la première école blockchain de France, qui depuis 2019 propose des formations pour vous permettre de mieux appréhender, de mieux comprendre, de mieux vous former à l'écosystème Web3, blockchain, crypto, avec des formations de développement blockchain, de consulting, de tokenomics, d'intelligence artificielle. Et ils ont en tout une dizaine de formations différentes, la plupart étant certifiées par le ministère du Travail. Elles sont éligibles aux aides et elles vous permettent d'en bénéficier gratuitement ou alors à très faible coût grâce aux aides du CPF, du Pôle emploi, de la région, etc. Moi-même, j'ai fait la formation Consulting Blockchain il y a 1 an maintenant et voilà, j'en suis revenu bien plus au courant et bien plus formé sur comment fonctionne la blockchain et quels sont ses différents use cases. Donc, je vous mets dans la description de la vidéo YouTube le lien qui vous permet de prendre rendez-vous, mais également de bénéficier d'une réduction de 100 € sur l'ensemble des formations en utilisant le code GRM100. Voilà, donc profitez-en. Et ce sera avec plaisir que vous serez aiguillé par leur conseiller vers la formation qui est la plus adaptée pour vous. Allez, sans plus attendre, je vais accueillir mes 2 invités du jour. On va commencer d'abord par mon copain Oslo. Salut Oslo, comment tu vas? Salut, tu m'entends correctement? Je t'entends parfaitement et je te vois aussi. Super. Eh bien, salut à tous, merci pour l'invite. Ça va, j'ai la voix explosée encore, mais ça va. Ça va, je m'attendais à pire. Il fallait pas que l'émission soit hier, hein. Hier soir, c'était comme ça, bah, tu vois? C'est pour ça que je ne mets pas d'émission le lundi. Déjà parce que ça me donne le temps de préparer celle de la semaine et aussi parce que on ne sait jamais le week-end ce qui peut se passer. Donc, c'est bien d'avoir un petit jour off. Et on va accueillir deuxième invité, Lilian de Hawk Research. Salut mon Lilian, comment tu vas? Salut, ça va? Très bien. Et toi? Ouais. La forme, hein, pareil, un peu la voix cassée. Heureusement qu'on a eu dimanche pour se remettre, et hier un petit peu aussi, mais non, très content d'être là. Trop cool de pouvoir revenir sur, en plus, ce qui s'est passé, ce week-end avec CryptoXR et surtout ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, hein. Ouais, je crois que c'était une émission que j'attendais avec impatience. Il y a tellement de sujets. Messieurs, vous deux, vous connaissez? Pas besoin de vous. Non, on se connaît pas trop en vrai. Ah, Moi, je l'ai rencontré samedi. je crois pas un instant. Non, mais Oslo, pour rapidement, hein, donc tu es analyste on-chain chez Bubble Maps et tu viens de lancer ton projet qui permet d'accompagner des particuliers pour essayer de tracer leurs fonds et potentiellement constituer un dossier que ensuite les forces de l'ordre pourront utiliser pour mener leurs enquêtes. C'est bien ça? Yes, exactement. J'ai mis ton lien dans la description de la vidéo YouTube pour ceux qui veulent te contacter. Et tu Parfait. dans l'émission de toute façon pour en parler plus précisément bientôt, je ne sais plus quand, mais c'est prévu. Et Lilian, toi, tu t'es fait connaître notamment chez Cryptost, que tu as quitté pour fonder avec Artem, Hawk Research, qui est un messari à la française, une plateforme qui permet d'avoir de la data et de l'analyse sur l'activité, l'actualité crypto, on peut dire ça? Exactement. Une plateforme d'intelligence de marché sur les cryptos, plus précisément, que tu peux comparer à Messari, sur laquelle on va faire des analyses, de la recherche sur le marché crypto, et tu pourras trouver très prochainement encore plus de data et tout ce dont tu as besoin pour t'informer sur les cryptos.
Excellent. Alors, on a un troisième invité qui va nous rejoindre et c'est sa première dans l'émission. Il s'appelle Professor. Ça me donne envie de chanter la chanson de Casa des Papel. Mais il me dit qu'il est dans la salle d'attente, il n'y est pas. Donc, bon, je lui ai renvoyé le lien pour être sûr qu'il nous rejoigne. Donc, le programme aujourd'hui, comme je disais, on va commencer d'abord par, disons, une discussion un peu large sur la situation, celle qu'on voit, c'est-à-dire un crash des cryptos ce week-end, encore hier, même si on dirait que ça a un petit peu corrigé, mais on va suivre ça. Et ça va nous amener sur toute la politique que Trump mène et qui a des conséquences importantes sur l'état des marchés. Et puis, on parlera de 2-3 faits d'actualité aussi, si vous voulez. Et puis, vers 11h, on reviendra sur CryptoXR avec des avis qui sont plutôt unanimes, plutôt positifs. Mais il y a eu effectivement des personnes qui ont eu des avis un peu différents. Voilà, tiens, parlons du loup. Et on discutera avec lui voilà, très, très ouvertement de ça. Est-ce qu'on a partagé le même avis ou pas du tout. Alors, sa première émission, il se fait appeler Professor. Là, on voit qu'il a mis un prénom, donc ça veut dire qu'il s'appelle Adam ou Adam. Salut, bienvenue. Salut à tous, comment allez-vous? Ça va, super. Ça va aussi. Ça va Merci. très bien. Et toi? Comme tu l'as dit, c'est ça, je m'appelle Adam et sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur Professor. Mais là, pour la clarté du live, j'ai mis mon prénom, voilà, tout simplement. Est-ce que pour la clarté du lame, tu vas nous offrir ton visage? Ah oui, bah écoutez, là, je dois juste me mettre dans une source de lumière, parce que j'ai pas beaucoup de lumière là, donc ça sera C'est cool. vrai que moi, on a découvert ton visage dans la dernière vidéo que tu as faite. Moi, je ne l'avais jamais vu avant, mais j'ai lu que ce n'était pas la première fois en vérité que tu te doxais. Donc, c'est pour ça que je me permets de te demander si tu acceptes de mettre ta caméra. C'est facultatif, chacun fait ce qu'il veut. Ça va le faire, si tu m'accordes 2 minutes. Oui, il n'y a pas de souci. Nous, on va commencer de toute façon. Alors, on va commencer d'abord par donner un peu le contexte. Bon, le contexte, c'est que tout s'est pété la gueule. Hein, voilà, je résume rapidement. Alors, bon, il y a plein de façons de faire. La première, c'est peut-être de se poser la question de savoir qu'est-ce qui crée cette chute massive du cours des crypto-monnaies. Alors, il y a plein d'éléments. Je ne sais pas qui veut commencer pour donner peut-être un élément et ensuite on y va tous. Ou est-ce que moi je vous en donne un et puis ensuite on y va tous ensemble, comme vous voulez. Bah écoute, moi ça me dérange pas d'en parler. Hein. Je pense Moi, que dis-toi que j'ai vu ça lundi matin, si tu veux. Donc, Ah ouais? Ah ouais, dimanche. Bah, dimanche, j'étais dans la bagnole toute la journée et je suis arrivé à 20h. J'ai pas regardé les cours du tout, quoi. J'ai même pas ouvert Twitter. Alors, ce qu'on peut faire sinon, alors thématiquement, la première, je crois, c'est une incertitude de la part du marché. Et on va essayer ensemble là, de rentrer un peu dans qu'est-ce qui crée aujourd'hui une incertitude. Adam, si tu voulais commencer, vas-y, c'est quoi toi, ton analyse de cette incertitude qui mène les investisseurs finalement à vendre leurs actifs les plus risqués? C'est les attentes. Comme on sait aujourd'hui, les attentes des investisseurs sont globalement alignés sur les décisions de Trump. L'impulsion qu'on a eue les derniers mois, bah, ça vient de là. Et toutes les news ou tous les résultats en dessous de ces attentes, globalement, inquiètent le marché. Ça, c'est la base pour moi. Et quand on arrive à des stades actuels, on ne sait plus en fait pourquoi on devrait acheter un actif, parce que globalement, toutes les news en fait sont bonnes, mais c'est déjà pricé en fait. Ça veut dire que du coup, on a juste sell the news quand c'est arrivé. On a buy la rumeur il y a quelques mois, on a sell the news et on n'a plus rien sur quoi se poser. Pour moi, c'est ça un peu ce qu'on arrive à atteindre actuellement. Et j'ai hâte de voir aussi votre point de vue. alors Jérém, je sais pas si Ouais, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, t'étais j'ai mute coupé. mon micro pour éviter le son pendant que vous parlez. J'ai oublié de le démute. Ça va m'arriver souvent. Hein. Donc, avant peut-être de challenger ton hypothèse, est-ce que tu peux être plus précis pour ceux qui nous écoutent de quelles attentes tu parles, tant par celles qui ont été promises par Trump et celles qui aujourd'hui seraient peut-être, tu disais, un peu en dessous. Quelles attentes ont été déçues 2 semaines après l'investiture de Trump? Toi, tu vois quoi concrètement? Les réserves. La réserve en BTC, le fait que Trump, globalement, durant son dernier mandat, a fait exactement la même chose que maintenant, c'est-à-dire
dire qu'il était du coup pro-crypto, et au final, on s'est rendu compte que Trump ne souhaitait Son uniquement. dernier mandat, il était anti-crypto. Non, non, dernier mandat, il était pourquoi il avait promis de faire tout un tas de mesures pour l'économie. En fait, j'essaie de faire un parallèle entre ce que Trump dit pour l'économie et ce qu'il fait au final. Ce qu'il fait au final, c'est toujours pour lui, toujours pour sa thune, en fait, tout simplement. Si vous remontez durant le dernier mandat, c'était quoi? Il avait duré 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, C'est 4 ans son dernier mandat. tous les mandats américains, c'est 4 ans. Ouais, voilà. Et donc au début, voilà, toutes les news étaient bullish pour lui. Et au final, en fait, on s'est rendu compte que ça dump. Moi, je crois, Adam, que pour suivre un petit peu l'actualité, je pense que tu fais des anachronismes parce qu'en fait, les résultats économiques aux États-Unis pendant les 2 premières années du mandat de Trump étaient excellents. Après, il s'est passé un petit truc, ça s'appelle le Covid, qui fait que tout s'est explosé de toute façon. Mais en soi, la situation n'était pas la même non plus. Il n'avait pas de majorité au Sénat, il n'avait pas de majorité à la Chambre des représentants, il n'avait pas de majorité à la Cour suprême. Donc, quand bien même il avait voulu faire ce qu'il voulait, en fait, il n'avait pas les mains. Ce qui aujourd'hui est totalement différent, puisqu'aujourd'hui, il a la majorité partout. Et en l'espace de 2 semaines, tu parlais des réserves, mais elle n'a pas été promise le premier jour, hein, la réserve stratégique en Bitcoin. Elle a C'est vrai. d'autres éléments qui, eux, ont été promis dès le premier jour et qui ont été faits dans les 2 jours. Que ce soit Ross, que ce soit Gary Gensler, que ce soit créer un conseil et des executive orders pour, disons, assouplir et donner une stratégie sur la réglementation crypto. Donc, pour le coup, moi, je suis peut-être un petit peu moins sévère. Après, sur le fait qu'il le fait dans son intérêt à lui, je sais pas, quand il diligente Musk pour aller couper dans les dépenses de l'État, dans les lois qui finalement créent un fourre-tout administratif, des dépenses inconsidérées. Là, on découvre qu'il y a des dépenses qui sont faites pour des associations qui sont pour certaines terroristes, etc. Lui, il n'a rien à gagner là-dedans, tu vois. Donc, je ne suis peut-être pas aussi dur que toi, mais c'est intéressant. Lilian ou Oslo, là aussi, incertitude du marché. Vous pensez que c'est des gens qui sont déçus des débuts de Trump ou pas? Je sais pas. Non, moi je pense que c'est. En fait, on a eu une énorme montée en un mois. Tu vois, quand on a passé les 69 000. Et en fait, même si tu regardes juste au niveau de la courbe, on n'a jamais comblé cette montée-là en termes de descente. Donc les gens, on a passé les 100 000, c'était ultra bullish. Et moi, je pense que les gens juste flippent parce qu'on va pas plus haut que 105, 106 000. On est monté à 100, 111 000 ce week-end, 110 000. Et j'ai l'impression que dès qu'on repasse en dessous de ces 105 000 ou en dessous des 100 000, il y a un flash crash. Genre, tu regardes quand on est redescendu en dessous des 100 000 en janvier, 4 jours après, il y a eu le crash à 88 000. Là, on redescend sous les 100 000, ça crash à 88 000 aussi. Et j'ai l'impression que c'est une peur de on ne regagnera pas ce niveau, on va crash, c'est la fin du bull market. Et moi, depuis qu'il y a ça, je comprends pas. On est juste, c'est un gros range, mais globalement, on range depuis novembre. Et franchement, je vois pas ce qu'il y a de bearish là. Alors oui, ça fait peur quand ça crache en une nuit comme ça autant. Mais honnêtement, personnellement, j'ai pas peur actuellement, quoi. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a ce sentiment-là sur les réseaux et tout ça, quoi. En tout cas, je pense qu'il faut faire la différence entre le sentiment du retail, mais c'est pas le retail qui fait moins de ventes sur les alts. Hein. C'est pas le retail qui fait je sais pas combien Bitcoin a fait, mais Bitcoin a fait peut-être un bon moins 10, non, moins 6. Moins 6. La bougie, c'est que 6? C'est moins 6 plus suffisamment pour refinir dans le vert. Ouais. Ok. Moins 6. Bah, mais je crois que c'est pas le retail. Ça m'étonnerait que ce soit un sentiment sur Twitter. Ah non, bien sûr, non. Mais je ne dis pas que ça ne peut pas se surajouter, mais je pense qu'il y a des éléments qui sont beaucoup plus structurels. Lilian, tu veux dire un mot? Alors moi, je rejoins plus ou moins la théorie de professeur sur ce qui s'est passé. Il y a plusieurs choses. Bon, ce qui a déclenché ça, c'est l'annonce de Donald Trump de mettre en place donc les tarifs, savoir ces taxes douanières avec les pays frontaliers, Mexique, Canada, et des taxes supplémentaires avec la Chine, qui en fait engendrerait une espèce de guerre commerciale dans laquelle se met les États-Unis vis-à-vis d'anciens partenaires commerciaux et encore plus avec la Chine. Et donc on sait que potentiellement ça pourrait venir avec l'Europe et ainsi de suite. Et donc ça placerait l'économie mondiale dans
dans une situation qu'on pourrait qualifier de situation de crise. Maintenant, moi, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que ça, on le savait. On savait qu'il allait faire ça. On savait que Donald Trump voulait mettre en place ces tarifs. Ça fait des mois qu'on en parle. C'était dans son programme. Et pourtant, quand il l'annonce, on a un dump sur l'ensemble des marchés financiers, donc sur les S&P 500, sur la bourse américaine, évidemment sur les cryptos parce qu'on est parmi les marchés à risque, le marché le plus à risque. Donc, on a un dump sur les cryptos. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout de se dire que, en fait, et ça reprend ce que disait Alexandre Stachenko hier sur BFM quand on en discutait. J'invente pas ce discours-là. Je m'inspire de ce qu'il racontait et je suis tout à fait d'accord avec lui. À savoir que, en fait, Donald Trump, on ne croit plus la moitié de ce qu'il raconte. C'est vraiment le témoin du fait que il y a 3 mois, il nous annonce quelque chose. On ne le croit pas. Il n'y a pas d'impact sur les marchés. Il n'y a même plus de sell de news parce que tu ne crois plus ce qu'il dit. Par contre, quand il le fait, là, on se dit mince, on pensait qu'il n'allait pas le faire et il le fait vraiment et là, on vend. Donc effectivement, il y a ça plus le fait que, comme disait le professeur, pour moi, on a mis beaucoup trop d'attentes entre les mains de Donald Trump et de l'administration Trump aux États-Unis. On a fait reposer l'avenir de notre alt season entre les mains de Donald Trump en disant bon bah il va faciliter la baisse des taux de la Réserve fédérale aux États-Unis, il va faciliter l'industrie des cryptos vis-à-vis des régulateurs américains, il va faire en sorte que finalement on n'ait que des news bullish pour le marché et enfin on va aller vivre cette foutue alt season que certains attendent depuis 1 an. La réalité, c'est qu'en fait, Donald Trump, il a effectivement ses intérêts premiers, qui sont l'intérêt de défendre le dollar américain face aux autres monnaies, l'intérêt de défendre l'économie américaine face aux autres pays. Et donc, dans tout ça, certes, c'est devenu un pro-Bitcoin, certes, c'est devenu un pro-crypto, mais voilà, il n'a pas que ça à défendre dans sa vie. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça qui explique la baisse pour moi. Et après, comme tu le dis, effectivement, c'est pas les retails qui ont vendu parce que quand moi j'étais réveillé à 2 heures du matin quand le marché a dump, en France, bon, les retails, je pense qu'ils se sont réveillés le matin avec la mèche sous les yeux, ils l'ont pas vécu. C'est pas qu'une question de retail, c'est juste qu'en fait, on est allé tellement bas qu'on a liquidé tout ce qu'il y avait à liquider sur le trajet. Quand j'ai vu Ether à $2100, je me suis dit que grosso modo, il y avait très peu de chances qu'on tombe beaucoup plus bas, dans le sens où il y avait juste plus de liquidité à aller chercher plus bas. Enfin, je voyais pas des liquidités à aller être cherchées là-bas. À 2100, je pense que si vous étiez réveillé, comme je l'étais, en fait, c'était un no-brainer d'aller poser son billet dessus parce que juste, tu te dis, en fait, on a liquidé tout ce qu'il y avait de dispo et quand tu regardes les liquidations sur la journée d'hier, on parle de plus de 10 milliards de dollars, on n'a jamais vu ça sur le marché. Enfin, tu es allé essorer tout ce qu'il y avait à essorer. Voilà. Alors, effectivement, moi, je suis assez en phase avec toi, mis à part peut-être 2 points. Le premier, c'est quand tu dis on ne croit pas ce que Trump dit. Je crois que c'est un on qui est un peu extensif. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui croient tout à fait ce que dit Trump et sur ce qu'il va faire. Et la réalité, c'est que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, la plupart qui ont voté pour lui disent bah ouais, on vous l'avait dit. Il avait dit qu'il allait le faire. Il allait tordre le bras de ses partenaires commerciaux. Il a dit qu'il allait mettre en place un cadre réglementaire, assouplir au niveau de la SEC la réglementation sur les cryptos. Il a dit qu'il allait couper dans les dépenses de l'État américain. Il l'a fait. Il a dit qu'il allait interdire les CBDC. Il l'a fait. Donc, en fait, il y en a plein qui disent on vous le disait. Et effectivement, il y a un certain nombre de médias mainstream, l'opposition démocrate, peut-être la bien-pensance aujourd'hui, qui, à l'époque, préférait le faire passer pour un fou en disant il parle comme ça pour se faire élire, mais finalement, il ne fera rien de tout ça. Donc, peut-être je pondérerais le on. Et le deuxième élément… Non, mais alors, juste pour répondre à ça, en fait, il y a le fait que, effectivement, on peut lister tout ce qu'il a dit qu'il allait faire et qu'il a fait dans la foulée, parce que c'est facile. Quand il le fait, on dit, bon, il avait dit qu'il allait le faire, donc c'est bien. Par contre, je pense que, moi, à titre personnel, je suis pas assez la politique américaine pour savoir ce qu'il avait annoncé faire et qu'il n'a pas fait, mais je pense que c'est juste que, il l'a dit un jour, il l'a pas fait, on ne revient pas dessus, on va pas tirer la liste, mais à mon avis, il y a tout un tas, il y a au moins autant de choses qu'il avait annoncé faire qu'il n'a pas faites. Et pour moi, c'est vraiment, alors c'est un avis, hein, bien sûr, mais pour moi, cette réaction qui est aussi tardive vis-à-vis d'un événement qui était annoncé il y a 2 mois par la bouche de Donald Trump, ça témoigne du fait qu'aujourd'hui, les marchés financiers ne pricent plus ce qu'il dit parce que si on venait à pricer tout ce qu'il disait, on ferait sans arrêt des pump and dump constants parce qu'il en dit des vertes et des pas mûres.
Ça ne tient pas parce que, en fait, pendant toute la campagne de 2024, le marché a pricé ce qu'il disait. Avant qu'il soit élu, c'est là où on a vu justement la montée forte du Bitcoin. Donc, le marché a pricé son programme. Tu vois, c'est pas vrai de dire qu'il l'a pas pricé, il suffit de voir la courbe. Maintenant qu'il commence effectivement à mettre en place ce qu'il avait dit, à ce moment-là, effectivement, certains disent bon, bah voilà, maintenant on peut vendre et prendre les profits. Toi, tu parles du Bitcoin. On est très Bitcoin centré Alors, dans notre vision. Il a commencé à parler crypto au moment où il a été élu. Hein. Juste Oui, avant mais ça, il en parle fait, moi, je te parle vraiment de décisions qui concernent les marchés financiers de manière générale. Parce que là, en fait, cette chute-là, et c'est pour ça que j'ai introduit en te disant que cette chute, elle n'était pas propre aux cryptos. C'était pas une annonce de Trump qui disait finalement, je vous ai vendu du Bitcoin depuis 2 mois et en fait, je m'en fous de votre gueule. C'est pas ça. Là, on parle d'une décision qui est macroéconomique, qui impacte les marchés financiers à risque et par extension les cryptos. Moi, je te parle de ces décisions vis-à-vis de l'économie américaine et de l'économie mondiale. Par rapport aux cryptos, moi, je suis d'accord avec toi. Il a annoncé des trucs, ça a permis au marché de péter et il les a tenus. On va revenir sur l'élément qui, pour moi, effectivement, est fondamental, et je suis d'accord avec vous, c'est sur les droits de douane. L'analyse qu'en font aujourd'hui un certain nombre d'analystes, c'est que tout le monde s'attendait, comme tu le disais, à ce qu'il y ait effectivement un bras de fer commercial avec des droits de douane, avec ses partenaires. Tu disais les anciens partenaires commerciaux. Non, ça restera des partenaires commerciaux. Il y a toujours eu des droits de douane, il y a toujours eu des échanges commerciaux. La différence, c'est peut-être le niveau des droits de douane que Trump a décidé de menacer d'appliquer. On va y revenir sur chacun d'entre eux. C'est qu'en fait, il a menacé un certain nombre de pays de droits de douane entre 10 et 25% et même jusqu'à 50% si le pays en face ne cède pas à ses desiderata. Et donc, ce n'est pas tant les droits de douane dont les gens sont surpris, c'est le niveau des droits de douane, mais surtout des menaces. Si vous voulez, pour étayer un petit peu, on peut lister rapidement, hein, parce que c'est intéressant pour ceux qui nous suivent, c'est quoi les droits de douane et de quel pays il s'agit. Ça a commencé avec la Colombie, sur un motif essentiellement migratoire et sécuritaire. Okay, grosso modo, les USA veulent expulser des migrants illégaux criminels colombiens en Colombie. Ils affrètent 2 avions pour cela. La Colombie refuse les avions. Ça nous rappelle un peu ce qui se passe en France avec l'Algérie. Les avions reviennent aux États-Unis. Et là, Trump dit « Ok, dans ce cas-là, je vais imposer des droits de douane de 25% sur l'ensemble des produits qui entrent aux États-Unis, donc venus de la Colombie, et jusqu'à 50% si le pays ne cède pas sous une semaine. » 1 heure après, la Colombie dit « Ok, c'est bon, calmez-vous. On vous envoie l'avion présidentiel pour venir récupérer nos ressortissants. » Les droits de douane ne sont pas appliqués. Ensuite, on a le Canada, tarif douanier qui devait frapper 10% du secteur énergétique et 25% sur plein d'autres produits canadiens qui entrent aux États-Unis. Trudeau, il s'énerve un petit peu, sachant que sa démission est sur la table. Hein. Ils attendent de trouver un gars pour le remplacer. Donc, il est là sans être là, mais passons. Il décide de dire, nous aussi, on va mettre 25% de droits de douane. Il passe un petit coup de fil et finalement, Trudeau, bon, attends, on va mettre en œuvre un plan frontalier de 1,3 milliard de dollars. On va renforcer la frontière. On va mettre 10 000 agents à la frontière. On va mettre de l'oseille et vous inquiétez pas, on va éviter les problèmes liés au fentanyl. On va limiter l'immigration. Bref, on cède aux demandes de Trump. Et finalement, les droits de douane ne seront pas appliqués. On continue avec les USA et le Mexique. Menace de 25% de droits de douane. Petit coup de fil avec la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. J'ai quelques notes, hein, évidemment, vous doutez bien. Et finalement, 1 mois après, plus de droits de douane. Pause pendant 1 mois des menaces de droits de douane. Et finalement, entre guillemets, tout va bien. Donc là, on a la Chine. Et là, la Chine, à mon avis, ça va être un peu différent parce que Washington a menacé d'imposer une taxe de 10% sur les importations chinoises. La Chine a annoncé mardi 10% supplémentaires. 10% supplémentaires par rapport à ce qui est déjà en place. Absolument. Qu'ils allaient imposer des droits de douane de 15% sur les importations de charbon, gaz naturel liquéfié et jusqu'à 10% sur les produits chinois importés aux États-Unis. En réponse donc, aux droits de douane imposés menacés par Trump. Il y a un coup de fil qui est prévu dans la journée entre Trump et Xi Jinping, donc le président chinois. Donc en fait, le modus operandi est un peu les mêmes partout. C'est-à-dire que Donald Trump tape fort. Ensuite, il y a un coup de fil qui se fait et il y a un rapport de force qui s'engage. Et pour l'instant, Trump, il a gagné 4 sur 4.
On verra avec la Chine. Je pense que le rapport de force n'est pas le même. À noter quand même, et là je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez, c'est l'Europe qui est finalement le prochain sur la liste, puisque très récemment, Donald Trump a dit ils ont eu un comportement terrible avec nous, ils profitent de nous, donc il promet des droits de douane et il a dit c'est pour très bientôt. Donc effectivement, là aussi, il va y avoir des coups de fil entre Trump et les États européens, puisque Trump a précisé qu'il ne parlerait pas à l'Union européenne. Il parle avec les États, il ne reconnaît pas, entre guillemets, cette espèce de superstructure européenne. Donc ça, moi, je pense que les marchés ont réagi en mode, OK, Trump, il va plus loin en termes de droits de douane que ce à quoi on s'attendait. Et le risque, c'est que demain, on arrive dans un marché bipolaire dans lequel chacun fixe ses droits de douane, soit en menace, soit en rétorsion. Et ça, évidemment, le marché, il n'aime pas trop. Le marché, il aime bien quand c'est fluide, quand il n'y a pas de droits de douane, quand on peut échanger tout et n'importe quoi sans tarif douanier. Je crois que c'est une des raisons qui peuvent expliquer, mais là aussi, si vous souhaitez peut-être pondérer. Bon, on l'a perdu. Moi, je t'entends plus. Allô? Ouais, vas-y, Adam. Non, je t'entendais plus. Désolé, en fait, t'étais figé, mais OK. OK, c'est bon là. Donc ça, non, mais c'est on est d'accord. Qui veut rebondir là-dessus? Allez-y. Sinon, on passe à l'autre élément que je peux expliquer. Je pense que après, il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit, si ce n'est que effectivement, pour comprendre pourquoi est-ce que les droits de douane, ça peut enclencher une guerre commerciale et qu'est-ce que ça peut, comment ça peut impacter aussi, c'est que tout simplement, c'est skyrocket de l'inflation aux États-Unis et dans les pays à côté. Enfin, grosso modo, c'est pas une très bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Et après, non, moi, je suis totalement aligné avec ce que tu dis. Et c'est d'ailleurs pour ça que le marché, d'une certaine manière, a rebondi. C'est qu'en fait, on a pricé l'annonce en disant, il le fait vraiment. Et en plus, il le fait de manière frontale et avec des grosses règles mises en place. Finalement, il trouve une solution pour la majorité des conflits. Il trouve une solution assez rapide. Donc, les marchés réagissent positivement. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est aussi un premier indicateur de s'il veut mener tout ce qu'il avait annoncé, on risque d'avoir des mouvements similaires à l'avenir sur les marchés. Et ça, il faut y faire attention, quoi. Après, peut-être qu'on peut revenir sur les évolutions des cryptos et plus parler du marché crypto si ça t'intéresse, parce que c'est vrai je sais pas si on t'a forcé à dévier de ta trajectoire d'émission en parlant de ça. Non, au contraire, pour moi, c'est fondamental. Je pense qu'il y a différentes manières de s'intéresser au marché crypto. Ça peut être réglementation, ça peut être technologique, mais aujourd'hui, la géopolitique a de plus en plus de place dans l'écosystème crypto parce qu'il mène effectivement des rapports de force qui sont fondamentaux à comprendre, à mon avis. Mais ce que tu dis sur l'inflation est intéressant parce que si on met en parallèle avec ce qu'a annoncé Trump, c'est-à-dire de supprimer l'impôt sur le revenu et de le remplacer justement par ces tarifs douaniers, ça nous fait réfléchir. Parce que finalement, tu parlais d'inflation. S'il y a des droits de douane, les produits vont être plus chers. Donc, les ménages américains, ils vont avoir du mal à payer parce que les produits vont prendre 10, 20, 15, 50%. Sauf que si tu supprimes l'impôt sur le revenu, ils gagnent du pouvoir d'achat. Et finalement, qui paye cette perte de pouvoir d'achat? Ce sont les tarifs douaniers. Finalement, le ménage américain, lui, il s'y retrouve d'une certaine manière. Et ce qu'il a annoncé qu'il pensait à faire, parce que ce genre de réforme, supprimer l'impôt sur le revenu, j'imagine que ça ne se fait pas comme ça, tu vois. Mais ça prouve quand même qu'il a une vision économique sur America First, où en fait, ce n'est plus les ménages américains qui vont payer le commerce mondial, en fait, mais ça va être effectivement les tarifs douaniers. Donc, pour l'instant, le fait que ces tarifs douaniers n'augmentent pas, puisque les pays en face, pour l'instant, cèdent aux demandes de Donald Trump, fait qu'effectivement, je pense au contraire, ça va s'établir. Les gens vont comprendre que Trump, en fait, il rigole pas et qu'il est prêt à aller à 50% de douane. Et à part peut-être les Chinois qui ont peut-être le pouvoir de pouvoir faire face à Trump, tu connais combien d'États, toi, qui peuvent dire à Trump, vas-y, on s'en fout de tes droits de douane de 50%? Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Pas nous. Ouais, vas-y. Non, je disais pas nous. Alors nous, c'est ça, mais on en reparlera quand ce sera le tour de l'Europe. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos à part des menaces importantes. Non, si vous voulez qu'on continue sur les raisons qui peut-être ont amplifié en tout cas ce dump, c'est la politique monétaire de la Fed. Parce que là, par contre, on s'attendait effectivement à ce que la Fed baisse les cours, baisse les taux, et finalement, ça fait 2 fois de suite qu'elle les maintient.
Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que, sachant qu'on ne baisse pas les taux, bah, finalement, c'est toujours aussi intéressant d'investir dans des valeurs plutôt sécurisées, typiquement les bons du trésor, les obligations, enfin l'emprunt en fait. Et donc finalement, bah, certains peut-être quittent les marchés plus volatiles pour des marchés peut-être plus sécurisés parce que le différentiel entre les deux est pas aussi important. Et d'ailleurs, on voit l'or qui explose en contrepartie. C'est-à-dire que les cryptos se pètent la figure. Par contre, l'or, lui, atteint un nouvel ATH. Et ça dit quelque chose aussi des gros investisseurs qui peut-être se tournent plutôt vers des valeurs refuges, entre guillemets, plutôt que des valeurs plus volatiles et plus à risque. Donc ça aussi, je pense que c'est un élément important. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'or avec Jonathan Solomon. Il nous avait donné une variable à laquelle j'avais jamais pensé, c'est de faire la parité Bitcoin-or. Tu vois, et en fait, c'est vrai que souvent, on fait la parité Bitcoin-dollar ou crypto-dollar, tu vois. Et là, quand lui, il analyse le Bitcoin-or, ça donne un élément qui est très important. Je ne sais pas si vous investissez un peu dans l'or ou si c'est un actif que vous suivez au quotidien. Absolument pas. J'ai juste d'ailleurs, j'ai le dossier de Hawk à lire toujours sur l'or. Mais non, moi j'investis que en crypto et puis moi j'ai surtout le nez dans les TX, donc tout ce qui est macro, c'est pour ça que je vous le laisse depuis tout à l'heure. Mais non, je suis de très loin, de très très loin l'or, quoi. Toi, Adam ou Lilian, l'or, c'est un actif qui vous intéresse ou pareil, vous êtes tous des crypto-bros Bah alors honnêtement, moi je suis comme Ocelot, vraiment pas du tout. Je suis vraiment full crypto et pro crypto. C'est vrai que l'or, malheureusement, j'y ai pas touché. Peut-être que je suis arrivé un peu tard. Ouais, mais je suis rapidement en fait parce que c'est vrai que voilà, ça fait un nouvel ATH pour certaines raisons. C'est super intéressant de comprendre pourquoi. Comme tu l'as dit, les gros invests préfèrent se tourner vers des réserves plus solides. Ouais, c'est super intéressant de ça. Pourquoi? Mais globalement, j'y touche pas. Voilà. Ouais. Lilian, toi? Bah moi, j'en détenais parfois, je l'utilise un peu, mais via des actifs synthétiques on-chain pour m'y exposer. Bah parce que effectivement, c'est vrai que j'ai tendance à regarder un petit peu le comparatif Bitcoin-Gold, qui en fait en soi ne change pas trop du comparatif S&P 500 Gold que peuvent utiliser certains investisseurs. En fait, pour l'instant, le Bitcoin n'a pas ce rôle et on l'a vu hier dans la chute. Il n'a pas ce rôle de réserve de valeur quand on est dans des grandes chutes. Je sais pas si c'est moi qui fait du bruit, désolé. C'est Je sais pas si vous vous m'entendez. clavier, mais mutez-vous Ok. aussi. Ouais, désolé, Lilian. Ok, pas de souci. Non, mais effectivement, c'est un indicateur qui est sympa à regarder et en vrai, pourquoi pas effectivement de temps en temps switch entre Bitcoin et Gold ou entre actifs et Gold au besoin. Parfois, tu vois, les USDC que j'ai de côté, que j'utilise pour potentiellement réinvestir comme quand on a des dumps comme hier. Parfois, je les place en Gold si besoin. Enfin, voilà. Mais en vrai, c'est pas une grosse part de mon portefeuille. Ouais, je vois. C'est intéressant parce que, en plus, quand on voit la sénatrice Cynthia Lummis qui, il y a quelques semaines, appelle, dans le cadre de cette réserve stratégique en Bitcoin, à vendre de l'or au profit du Bitcoin, je pense que le rapport de force entre ces deux ors, numérique et physique, va être un élément qui va être très intéressant à suivre sur la scène internationale. On voit de plus en plus d'États qui envisagent de se constituer une réserve stratégique en Bitcoin. On a même en Union européenne des pays, ça y est, je crois que c'est la République tchèque qui a annoncé, qui a proposé un projet de loi qui a été accepté. Donc voilà, donc les choses infusent en tout cas. Donc voilà, donc on verra s'il y aura un FOMO étatique sur Bitcoin. Pour l'instant, on ne le voit pas encore, on va dire, réellement, mais il y a des volontés et des déclarations politiques là-dessus. On va accueillir Maxime qui va nous rejoindre sur cette discussion. Et ensuite, évidemment, on parlera de CryptoXR. Salut Maxime, comment tu vas? Ça va, vous m'entendez? Ouais, très bien. Alors, on va faire comme ça maintenant parce qu'on est beaucoup. Celui qui parle, je vais le mettre en grand, comme ça ce sera plus simple pour celles et ceux qui nous écoutent. Ça va mon Max? Tu es bien reposé? Un peu la tête dans le cul encore, tu vois. Je suis augure 11 ans. Okay. Et vous, ça va? Tout va bien.
Tout va bien. Là, on est en train de parler Trump et baisse des cours. Donc, Ok. Ah bah, j'ai vu ça, j'ai pas vu les graphes pendant une semaine là. J'avoue, ça pique un peu. ouais, là pour le coup, je pense que c'était mieux de ne pas regarder, surtout qu'on n'a tellement pas la main dessus. Enfin, sauf si on décide de long ou de short parce qu'on y croit. Mais quel risque, quel risque. Moi, je déconseille évidemment, si c'est pas votre boulot, de mettre des leviers. Alors d'ailleurs, si vous voulez, peut-être Oslo, ça va être quelque chose qui va peut-être un peu plus t'intéresser. Je ne sais pas. C'est justement cette histoire de liquidation. Tout à l'heure, tu en as parlé, Lilian. Et ça, c'est important parce que les liquidations, en fait, elles créent un panique sur panique, quoi, particulièrement. Et notamment, il y a le chiffre de 2 milliards qui a été évoqué, qui aurait été liquidé en l'espace de 24 heures. On voit 2,1 milliards, etc. Et donc, évidemment, les investisseurs qui utilisent des leviers, eh ben, ils ont vu leur position forcée à vendre et ça accélère évidemment toujours plus la baisse des cours. Alors, moi, j'ai vu quand même un élément que j'aimerais vous soumettre, c'est sur ces 2 milliards qui en fait serait une estimation très faible. Je vais vous partager typiquement un élément de Bybit qui précise que dans son tableau de bord où il précise le montant des liquidations qui sont faites, eh bien, il précise que le feed, donc des liquidations, ne push pas toutes les liquidations qui arrivent sur Bybit. Et donc, certains se disent qu'en vérité, le montant des liquidations serait plus aux alentours de 8 à 10 milliards parce qu'en fait, tout n'est pas tracé par les différents outils. Je ne sais pas, toi, Lilian, sur Hawk ou Oslo, toi qui check un peu on-chain et tout, est-ce que ça, c'est un élément que vous connaissez, vous maîtrisez Euh, Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que sur les outils qui nous permettent de tracer les liquidations, Coinbase et Binance ne jouent plus trop le jeu. Ils feedent plus du tout les infos. Donc, en fait, quand on parle de liquidation maintenant, il faut exclure tout ou partie de ce qui est fait sur Binance et Coinbase. Donc, en fait, il y a ça. Et il y a aussi, comme tu disais, Bybit qui a communiqué hier en disant que eux, sur leur plateforme, ce qu'ils avaient plus ou moins recensé, c'est qu'il y avait au moins déjà 2 milliards de dollars de liquidés sur Bybit. Donc, tu peux te douter que sur Binance, Coinbase et toutes les autres plateformes, il y en a eu au moins autant. Donc, bon, tu peux estimer à quelque chose comme plutôt de l'ordre de 10 milliards de dollars. Moi, je suis allé vérifier sur on-chain sur les stats qui sont fournis par Hyperliquid. Il y a eu quelque chose comme 350 millions de dollars qui ont été liquidés. Donc voilà, déjà tu cumules Bybit et Hyperliquid, tu dépasses la stat qui a été donnée. Ce qui fait que d'ailleurs on est sur tout simplement la journée de liquidation la plus incroyable, importante. Je sais pas quel terme faut utiliser de l'histoire des cryptos. Je sais pas si c'est une bonne, si c'est un record qu'il faut célébrer, mais en tout cas c'est le record le plus important, même devant le crash de FTX, même devant l'effondrement de Terra Luna et tout. C'est grosse journée de liquidation. Ouais. Et pour cause, hein. Et d'ailleurs, liquidation, je fais une parenthèse, mais dans les deux sens, parce que je regardais sur Ethereum, sur l'Ether, on a une volatilité en 3 jours de plus de 100%. Ce qui signifie quoi? Et d'ailleurs, hier, je le postais sur Twitter, on a fait donc moins 29% sur Ether en une journée. Là, je vous parle en une journée. Moins 29%, plus 36%. En gros, grosso modo, dans la volatilité, les variations de prix sur le cours de l'Ether ont dépassé le cours de l'Ether lui-même. On a dépassé 2500 ou 3000 dollars de variation sur le prix de l'Ether en l'espace de 48 heures. C'est exceptionnel en termes de volatilité. Et évidemment, ça a liquidé des mecs qui étaient en long, mais ça a liquidé aussi des mecs qui étaient en short. Donc voilà, on a vraiment là ruiné tout le monde. Adam, Oslo, si vous avez un mot à dire là-dessus, jumpez, hein, n'hésitez pas. Moi, je voulais juste dire que je ne suis pas les liquidations et tout on-chain. Moi, je fais que du traçage de fonds de particuliers ou d'entreprises déjà faits. Je voulais juste rebondir pour dire que si ça vous intéresse, le on-chain en termes d'investissement, il y a Prof On-chain qui fait du très bon taf là-dessus. Mais par contre, j'avais vu ce que disait Lilian hier, même si hier c'était repos aussi, j'ai quand même vu ça et je trouve ça hallucinant en fait comme truc, et je pense qu'on se rend pas compte, comme disait Lilian, on se rend pas compte que ces liquidations-là ont été au-dessus de tous les événements qu'on a connus sur le dernier bear, quoi. Et pourtant, je trouve que avec la remontée qu'on a eue, je trouve ça hyper résilient, quoi. Donc j'ai hâte de voir la suite, comment tout ça va réagir. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai pas, moi en tout cas, spécialement peur, quoi.
Après, je suis pas un instit comme vous disiez. Hein. Je suis un retail, je suis pas un instit. Non, mais ou c'est ça, mais mon sentiment est assez mitigé dans le sens où on a eu globalement une liquidation beaucoup plus élevée que ce qu'on a toujours connu, et pourtant on a été bien plus résilient que les autres fois, quoi. Donc, on verra. Petite question. Moi, j'ai le sentiment, mais encore une fois, je suis pas un trader et je fais pas d'analyse fondamentale et je suis peut-être pas le plus pertinent sur le sujet, mais moi, j'ai le sentiment que lorsque ça liquide, finalement, ça assainit le marché. Parce que c'est quoi, finalement, quand tu paries à la hausse et quand tu paries à la baisse, c'est de la spéculation pure, par définition. Et là, le fait de se faire liquider, enfin, je sais pas, moi, j'ai le sentiment qu'au contraire, ça fait le ménage. Est-ce que c'est juste un élément de langage qui, en fait, finalement, c'est pas bon pour le marché, etc. Ou est-ce qu'effectivement, c'est plutôt sain? Moi, je pense que c'est sain, mais je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je sais pas, peut-être que pour faire ça, parce que je réponds souvent à tes questions, je vais peut-être laisser la parole aux autres, mais moi, j'ai un avis à te partager si tu veux. Après, je laisserai la parole, mais effectivement, oui, c'est totalement une manière d'assainir le marché. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'on a des corrections sur le marché des cryptos quand on grimpe dans un bull run? On a une petite dizaine de corrections qui dépassent les 10% sur BTC. À quoi ça sert? Ça sert que quand on atteint un moment donné où ça monte, il y a de plus en plus de gens qui sont over bullish, qui vont prendre des positions à risque sur le marché, donc c'est-à-dire emprunter de l'argent à des brokers ou on-chain, parce qu'on n'en a pas parlé, tu peux en emprunter sur des protocoles comme AAV, et s'exposer avec un multiplicateur par rapport au montant réel qu'ils détiennent dans leur portefeuille. Et avec ces effets de levier, vous prenez de plus en plus de risques, mais vous ne soutenez pas la hausse de ce marché. Et quand on a de plus en plus d'individus qui parient à la hausse avec ces effets de levier-là, vous ne soutenez plus la hausse. Il y a une euphorie qui est telle qu'il est nécessaire d'aller corriger pour sortir ces gens-là, donc ce qu'on appelle les liquider finalement. Et quand on les liquide, vous enlevez toutes ces positions avec effet de levier et vous forcez d'une certaine manière les gens à racheter en spot, parce que une hausse saine pour un actif quelconque, c'est pas une hausse qui se construit sur des marchés futures. C'est une hausse qui se construit sur du marché spot. Et pour ça, il faut détenir des actifs en spot. Et plus on monte, plus vous avez des gens qui vont détenir les actifs sur des marchés futures. Et c'est pour ça qu'on parle d'assainir le marché. Et après, il y a un deuxième truc à mentionner là-dedans, c'est que quand on parle d'aller liquider des personnes, on parle aussi d'aller chercher des liquidités. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand tu es à 2100 sur Ether, tu n'as quasi plus aucune liquidité à aller chercher. Elles servent à quoi, ces liquidités? Elles servent à certaines personnes qui ont des gros montants en portefeuille de pouvoir combler les ordres. Parce que eux, quand ils veulent rentrer, imaginons que là, tu dois poser 1 milliard pour rentrer sur un marché. Il faut que tu aies en contrepartie 1 milliard de dollars d'ordres vendeurs pour pouvoir acheter, toi, tes positions. Et pour trouver ces ordres vendeurs, il faut que tu ailles les chercher quelque part. Et ces liquidations servent aussi à certaines personnes pour, on va dire, de contrepartie pour rentrer en position sur le marché. Donc, d'une certaine manière, ça complète ce que je te disais avec le marché spot, et c'est pour ça qu'on a souvent des rebonds comme ça. Et voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais c'est effectivement une manière d'assainir, ouais. C'est très clair. Adam, tu veux rajouter quelque chose sur le sujet? Mais je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Lilian, en fait, et toi d'ailleurs, sur le fait que ça assainit le marché. Ça l'assainit totalement, et en forçant justement les traders qui prennent des gros paris au bout d'un moment à sortir du marché, on a un prix qui correspond de plus en plus en fait à la réalité et qui se corrèle en fait au marché spot. C'est pour ça que moi je suis souvent en spot, 90% de mon bag c'est du spot, je trade rarement en leverage, je le fais uniquement quand j'ai des petites convictions, mais sinon c'est vrai que tu n'es pas à l'abri en fait d'assister à des scènes de bain de sang comme on a assisté durant ces derniers jours. Et c'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui font du leverage à faire très attention, justement un peu de prévention à leur position, parce qu'on n'est jamais à l'abri, et c'est sain pour le marché, mais c'est pas sain pour le trader qui s'est fait dégager. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter de nombreuses personnes, des traders expérimentés, qui ont certainement des années de plus que moi, ou sur les personnes du chat, qui se font sortir alors qu'elles avaient des grosses convictions. On parle de plusieurs millions de dollars de positions qui se font liquider pour un seul trader. Donc, ouais, c'est simple pour le marché, en effet. Je suis d'accord avec Lilian et toi. Ouais, ok. Très en phase là-dessus. Et surtout, il faut rappeler, quand vous faites un levier 2, par exemple,
typiquement, il faut que le cours monte ou baisse, à l'inverse de votre position, évidemment, de 50%. Donc, vous imaginez, si vous faites un levier 3, c'est 33. Si vous faites un levier 10, c'est 10%, je crois. Ouais. Enfin, bref, en gros, voilà. Donc, ça multiplie évidemment les gains, mais ça multiplie aussi le risque de perdre. Et on dit souvent, vous ne perdez pas si vous ne vendez pas. Quand vous êtes en levier, c'est le marché qui vend pour vous. Donc voilà, ça c'est juste pour que ce soit clair pour tout le monde, faites super attention. Avant de passer à CryptoXR, il nous reste 10 minutes sur la partie baisse des cours. D'ailleurs, les gars, s'il y a un élément ou un biais que je n'ai pas prévu d'évoquer, allez-y. Hein. Peut-être que je suis passé à côté d'un élément qui pourrait expliquer ce qui s'est passé sur le marché. Mais moi, ça m'intéresse de voir la réaction de World Liberty Finance, qui est l'exchange porté par la famille de Donald Trump, notamment ses fils, même si Donald Trump lui-même est aussi advisor du projet, il fait partie de l'advisory board, qui pendant le même temps a acheté une tonne d'Ether. Et le fils de Donald Trump a d'ailleurs tweeté qu'il appelait les gens à acheter de l'Ether en disant typiquement « In my opinion, it's a great time to add ETH ». Alors, il faut savoir que ce tweet, en plus, il l'a modifié plusieurs fois et dans les versions précédentes, il rajoutait vous me remercierez plus tard. Donc ensuite, il a, on va dire, un peu cadré son tweet. Hein, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresserait d'avoir votre avis, c'est 2 éléments. D'ailleurs, sur cet échange qui accumule énormément de tokens et de cryptos liés à l'écosystème Ethereum. Et puis, deuxième élément, c'est justement sur la sous-performance d'Ethereum. Il y en a plein qui se plaignent que ça ne bouge pas, il ne se passe rien et tout. Donc voilà, donc, je ne sais pas si vous souhaitez réagir sur l'un, les deux ou l'un des 2 sujets, mais c'est des éléments qui font beaucoup parler justement sur Twitter. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Je ne sais pas qui veut commencer. Bon, ça va être Lilian encore. Ah, Vous connaissez de ouf via Ocrisearch, est-ce que vous lancez, vous êtes dessus tous les jours, vous, donc vas-y. Hein. ouais, non, en fait, moi, je vais pas vous mentir, tu regardes le site internet World Liberty Finance, inspired by Donald Trump, voilà, je veux dire, ça me fout la flemme. Hein, je te dis les termes tels qu'ils sont, ça me fout la flemme. Il fait ce qu'il veut, ça m'intéresse pas particulièrement. Et surtout, ce qui me dépite avec ça, c'est au-delà de tous les aspects Memecoin et tout, on va pas y revenir, mais ce qui me dépite, c'est cette manipulation de marché. Enfin, tu nous annonces ça, tu fais ce tweet hier alors que tu déplaces tes Ethers sur Coinbase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as été pris en flagrant délit d'insider trading, tu les as pas vendus tes Ethers parce que tu sais très bien que sinon tu te serais fait allumer par les gens et tu aurais perdu la confiance des gens. Mais cette manipulation de marché, moi, j'en peux vraiment plus. Voilà. Après, pour le reste, je sais plus c'était quoi l'autre question que tu posais sur l'Ether. Finance avec leur stratégie qui est pour l'instant en tout cas d'accumuler et de continuer à build cette plateforme qui pour l'instant je crois n'est pas encore sortie. Donald Trump l'a présenté comme l'exchange qui va permettre au peuple de s'emparer des cryptos. Oui, tout comme le même coin Trump était une manière de faire tous de l'argent ensemble en rigolant et en courant dans les champs et en disant on est tous riches, c'est trop bien. Le seul qui s'est enrichi, c'est lui et quelques personnes qui ont réussi à prendre le shoot au bon moment. Je suis capable d'en parler si vous voulez. Passer sur un petit coup de Trump après, on peut en parler aussi. Ouais, vas-y, avec plaisir. Vas-y, on peut parler Alors, pas trop longtemps parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, mais pas avec toi, Oslo. Donc, ouais, avec plaisir. Si tu veux nous parler du même coin Trump, bien sûr. Ça sera très rapide. Hein. De toute façon, on l'a déjà dit aussi à CryptoSer, on a eu l'occasion d'en parler. Mais faut savoir que Trump, effectivement, il y a eu ce truc, donc 74 milliards de valo, si je me rappelle bien, en 72 heures. Quand c'est sorti, évidemment, nous, avec Bubble Maps et moi, plus personnellement, avec tout ce que je vois passer, je pensais clairement que c'était un hack. Ça n'a pas été démenti. Ensuite, il y a même Eric Trump qui a tweeté dessus, donc là, on était plutôt sûr que c'était bon. Juste qu'il faut savoir sur le Trump, tu disais Lilian qu'effectivement, lui s'est enrichi très certainement. Le plus intéressant, c'est effectivement les insiders qui se sont enrichis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les mêmes sur Trump, Melania et notamment qui peut un peu plus surprendre le token de Octua. Voilà, c'est exactement la même façon de faire, c'est-à-dire un achat de $1 million quelques secondes après le déploiement du contrat. Et sur Trump, c'est encore plus intéressant puisque
la personne, enfin l'adresse qui a acheté les $1 million, elle a essayé d'acheter sur ce contrat. Il y a des transactions qui ne sont pas passées avant que le contrat soit live, donc cette personne connaissait le contrat à l'avance. Voilà. Donc comme tu dis, moi je suis un peu d'accord avec toi sur tout ce qui est inside trading de ce qu'ils font globalement avec ce truc-là. Ça me rend un peu, ça m'énerve un peu globalement, étant dans l'anti-arnaque de base. Et donc ouais, Trump, faut bien se dire que c'est un truc complètement débile. Alors il y a des gens qui ont fait un gros coup dessus, hein, tant mieux pour eux, mais je pense qu'il faut à l'avenir être très prudent sur ce genre de choses, notamment parce que même lui l'a dit en conférence derrière, je m'en suis pas occupé, je sais pas ce qu'il a fait, ni rien le token quoi. Et en fait, il y a clairement, je pense, une espèce d'agence de com derrière, vu qu'on retrouve les mêmes adresses en fait qui ont lancé des trucs à succès, qui derrière ont pris moins 80% avec plusieurs dizaines de millions de bénéfices quoi. C'est intéressant, je vais être un peu à contre-courant et je vais vous poser une question limite philosophique. C'est quoi la différence entre un Elon Musk qui tweet à l'époque sur Doge, il y a une enquête qui est ouverte, finalement, il ne se passe rien, entre, je sais pas, moi qui va tweeter sur une crypto avec quelques milliers d'abonnés et le président des États-Unis qui décide de retweeter un meme coin. Et à quel niveau la loi et l'éthique, elle se met? C'est par rapport au nombre de followers, c'est par rapport au statut de président, ou est-ce que finalement on se dit que tout le monde a le droit de lancer un meme coin, tout le monde a le droit d'en parler, et ceux qui décident d'acheter du Trump, je me fais l'avocat du diable, hein, mais à dessein. Ceux qui achètent du Trump, est-ce qu'il y en a un, sincèrement, qui peut se dire que je me suis fait avoir, alors que c'est du meme coin, c'est sur Solana, on sait très bien que c'est over spéculatif. Voilà, je vous pose la question. Vas-y, Oslo. Alors déjà, pour répondre à la dernière question que tu as dit, bien sûr qu'il y en a qui peuvent dire qu'ils se sont fait avoir, hein. Les gens, tout le monde parlait de Trump absolument tout le temps. Les gens qui ont investi à $70, effectivement, ils peuvent dire qu'ils se sont fait avoir. Et pas forcément par Trump lui-même ou par les annonces qui ont été faites par les officiels du lancement de Trump au départ, mais derrière tous les gros influx qui, eux, ont pris des positions plus bas, qui, eux, ont continué à le pousser à leur communauté et tout ça. Bien sûr que c'est les investisseurs qui se sont fait avoir après ces annonces-là, ils peuvent clairement... je comprendrais qu'ils soient complètement énervés là-dessus. Ensuite, j'ai perdu le fil de ce que tu avais dit au départ. Mais... Tu achètes au top un meme coin lancé par le président des États-Unis, tu l'achètes à 70 alors qu'il a été émis à quelques centimes. Tu sais très bien que tu fais un pari dingue. Bien sûr, mais alors pour ceux qui ont acheté vraiment le top, effectivement, moi j'ai fait plusieurs tweets pour déconseiller à ma communauté de rentrer dedans. $10 et tu vends pas après avoir fait un x5. Ah oui, non mais. Et encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais je me dis, la saison meme coin, elle a 1 an et demi. Donc à un moment donné, quand tu as un fantôme et que tu sais aller trader sur Redium, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de dire, moi je savais pas, je pensais que ça allait continuer à monter jusqu'à 200? Non, mais il y a un truc qui revient souvent, et c'était la deuxième partie que je voulais dire, c'est que tout le monde qui a une communauté, que tu sois le président des États-Unis ou moi avec mes 16 000 abonnés, on est tous influenceurs malgré nous. Ouais. Même si moi je fais très peu de promos, tu vois, il y a début décembre, je te donne un exemple très simple, début décembre j'ai investi dans un meme coin, j'étais en x6, x7, je commençais à croire dans le truc, et le truc faisait de la pub avec du cryptage sur Twitter. Je me suis amusé à essayer de décrypter tout le truc. Bah, j'ai posté avec mon compte perso. J'ai jamais répondu au truc de décryptage avec mon compte pro. Pourquoi? Parce que les gens auraient in. Et que, en fait, je suis influenceur malgré moi, même si je crois à ce truc-là. Et en fait, que tu sois le président, que tu sois un mec comme moi qui poste sur quelque chose, effectivement, que tu vas avoir des gens influencés. Et il faut bien se dire que, ne pas dire que les gens sont cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. C'est-à-dire, si le truc continue à être poussé, si tu as des gens, des influx, pas forcément Trump qui continuent, mais des influx qui disent Trump, on est qu'au début, Trump, on est qu'au début, tu as forcément des gens qui vont suivre le mouvement comme ça. Et en fait, le sujet, il est bien plus large que juste Trump, il est sur l'influence, où on a pu de toute façon en discuter aussi à CryptoSer, il y avait une très bonne table ronde sur le sujet, sur l'influence, qu'est-ce que l'influence, qui est influenceur, à partir de quand tu es influenceur. Et ça, c'est comme les célébrités qui lançaient des meme coins. Ils sont pas dans la crypto, ils sont influenceurs quand même. Kev Adams avec Plush il y a 2 ans. C'est exactement pareil. Tu es influenceur. Adam? Mais là, la question, elle est super intéressante parce que du coup, ça ouvre une vraie question de fond. C'est à partir de quel moment
tu fais la promo d'un token et à partir de quel moment tu promets. C'est-à-dire que partager une conviction, globalement, c'est plutôt bien vu. Je suis convaincu du narratif, je suis convaincu d'un projet, je pense qu'il est sérieux, je le partage, c'est plutôt bien vu. Mais du coup, si je fais la même chose et que le token dump, du coup, on va dire que j'ai fait du dump. Alors que non, vous voyez ce que je veux dire? C'est que la limite, elle est très très fine entre toi, Ocelot, qui a la conviction d'un projet, et entre Trump, qui chill un token. La vraie différence, c'est juste le poids des deux. C'est-à-dire que tu as d'un côté le président des États-Unis et tu as toi qui t'adresse à ta communauté alors que tu as certaines convictions, tu as certaines connaissances, alors que Trump, lui, globalement, quand il s'adresse à un peuple, ou même, on l'a vu hier, et il me semble, c'était dans la soirée, quand le fils de Trump dit acheter des Ethereum, c'est pas acheter le projet, c'est acheter des Ethers. Et d'ailleurs, il avait dit, oui, vous me remercierez plus tard. Donc, il a supprimé cette phrase-là. C'est assez drôle quand je dis ça. Et du coup, ouais, est-ce qu'on n'assisterait pas à un délit d'initié public, en vrai? Bah, Ouais, moi, je le considère comme ça. Hein. Ouais, honnêtement. C'est la tentative qu'ont eu un certain nombre d'Américains qui ont formé une class action contre Musk à l'époque où il avait parlé de Doge, Oui. en disant, en gros, voilà, le gars, il a du Doge dans son wallet, il fait des tweets, il sait très bien que ça fait exploser le cours, et finalement, il prend des profits dessus. Finalement, l'action en justice s'est éteinte. L'idée, c'est que je pense qu'il y a une question de territoire. Aux États-Unis, je pense qu'il y a la liberté d'expression qui dit qu'on peut dire et tweeter sur ce qu'on veut, en gros, je simplifie. Et après, derrière, il y a la liberté individuelle de chacun de croire, de ne pas croire, d'investir, de ne pas investir, etc. Et puis, c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, peut-être un peu plus puritaines sur ces sujets-là, on essaye effectivement de mettre les gens dans des cases. Quoique, hein, je me rappelle qu'il y avait même un projet de loi qui disait que n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas payé pour le faire, qui parle d'un token sur les réseaux sociaux, de fait, devient quelqu'un qu'on peut considérer comme un influenceur et par conséquent, il est soumis à un devoir de réserve, une certaine transparence, etc. Mais encore une fois, moi, j'avoue que je suis plutôt pour une liberté de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que ça, qui décide? Tu vois, là, on a en commentaire, par exemple, à Leclerc qui nous dit, en plus d'être influenceur, Trump est une figure d'autorité, ça change tout. En fait, ça change tout, mais qui est une figure d'autorité et qui ne l'est pas? Et là, on en arrive effectivement à devoir codifier les personnes par rapport à leurs fonctions, au nombre d'abonnés qu'ils ont. Typiquement, dans le marché action, tu ne peux pas, effectivement, si tu es détenteur d'un mandat dans une entreprise, tu ne peux pas parler d'une action. Il y a des règles qui sont encadrées par l'autorité des marchés financiers pour éviter le délit d'initié, le conseil en investissement, etc. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où la parole a vocation à être la plus libre possible, eh bien, on a des lignes qui commencent un peu à devenir un peu opaque et en même temps qui commencent à se confondre. Moi, je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. Nous, dans l'émission, on ne parle jamais d'appel à l'investissement ou de trading ou ce genre de choses. On est là pour éduquer, pour donner des informations, pour analyser, pour débattre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais je veux dire, il suffit d'être sur Twitter pendant 5 minutes ou d'aller chercher des vidéos sur YouTube, aller comprendre c'est quoi un meme coin et c'est quoi le risque. Et si tu rentres dedans, tu as un risque de te faire liquider et savoir que le président des États-Unis, il a quand même une force de frappe qui est quand même pas nulle. Si tu décides d'y aller, moi, je sais pas. Mais bon, peut-être que je donne trop de. Non, mais moi, il y a un truc qui me fascine aussi, c'est que, enfin, c'est une phrase qui me fait beaucoup rire, mais la sélection est naturelle. À un moment donné, on est dans un écosystème qui est de base un Bitcoin, on sait ce que c'est que Bitcoin. Ça a dérivé vers tout un tas d'autres altcoins. Maintenant, il y a eu les mêmes coins. On peut investir dans les mêmes coins. Je l'ai fait à titre personnel. Mais à un moment donné, quand j'investis dans les mêmes coins, je sais que j'investis dans un truc qui ne vaut rien et j'investis dans une part d'attention dans un marché complètement débile. Et quand je vois le Trump à $70, je ne vais pas me dire je vais acheter du Trump à $70 à une valorisation qui est aussi folle en te disant peut-être qu'il va. Non, à un moment donné, si tu en achetais en pleine conscience et même si tu en as acheté parce qu'un influenceur a dit ah les gars, il y a Trump qui a lancé un coin, c'est ultra bullish et que tu as acheté à cause de cet influenceur-là, tu es entièrement responsable de ton achat. Et à un moment donné, moi, il y a ce truc-là qui m'embête avec cet écosystème, c'est que on est rempli de gens qui sont qui se cachent derrière les influenceurs pour dire ah ouais mais
j'ai investi à cause de lui, il m'a dit que machin. À un moment donné, t'es grand, t'as plus de 18 ans, t'es adulte. Si tu fous 50% de ton PF sur Trump à $70, la sélection est naturelle, mon gars. Désolé pour toi. Maintenant, après, il y a effectivement un autre sujet qui est la responsabilité des influenceurs. Et ça aussi, là-dessus, moi, quand je vois certains influenceurs qui font partie du top des influenceurs les plus suivis et qui te partagent, qui se sont fait liquider 50% de leur PF sur un mouvement comme celui d'hier, qui partagent des coins tout pourris, et tu te dis, bah, comment on a érigé ces personnes-là en tant que représentants de notre écosystème, en tant que parole à écouter, à suivre, alors que tu as des gars que j'ai rencontrés avec CryptoXer ce week-end, par exemple, qui sont des mecs qui sont qui ont quelques milliers d'abonnés à peine sur Twitter, qui partagent du contenu extrêmement qualitatif et qui n'ont pas le tiers du quart de la visibilité de ces gars qu'on a érigés comme des grands influenceurs d'écosystème crypto, qui sont des bullshitters et qui n'y connaissent rien. Mais c'est pas pour eux, c'est des gars très gentils, mais juste ils n'y connaissent rien et ils partagent sans le vouloir des avis qui sont catastrophiques, désastreux et dangereux pour les gens qui les suivent, parce que tu mets les gens dans cette espèce d'état d'esprit de dire que bah ouais, convertir ton spot sur du levier x3, parce qu'en vrai on est en bull run donc ça risque rien. Bah si, c'est la pire erreur du monde. Après, quand tu as, juste pour terminer là-dessus, parce que je sais qu'on va parler d'un autre sujet après, sur le sujet de Musk en 2021 avec le Doge, il y a aussi une question de quel est l'actif dont il parle. Musk, il a parlé de Bitcoin. Musk, il est un peu rentré dans le rang des personnalités connues qui apprécient l'écosystème crypto et qui en parlent et qui sont bullish dessus, au même titre que Michael Saylor, par exemple. Et puis après, il a dérivé sur le Dogecoin, mais le Dogecoin, c'était pas non plus un truc sorti nulle part. Il y avait de l'existence derrière, il y avait un certain background. Michael Saylor avec MicroStrategy, on pourrait très bien dire, les gars, ce qu'il fait, c'est affreux. Il chille son bag à longueur de temps, c'est un putain de gourou. On est d'accord. La différence, elle est où avec Michael Saylor, c'est que il a un certain, ça fait un petit moment qu'il est dedans, ça fait un petit moment qu'il en parle et qu'il est bullish dessus. En plus, il est bullish sur Bitcoin, il n'est pas bullish sur de la merde. Donc il y a ça. Pour Trump, c'est un mec qui va chill son propre coin à son effigie, qui a 48 heures d'existence, qui n'a aucun fondement et il s'enrichit dessus. Tu vois ce que je veux dire, il y a aussi ce genre de. Mais là, ça, c'est le bon sens de chacun. C'est le bon sens de chacun d'aller détecter quand Elon Musk parle de Bitcoin et quand Elon Musk faisait pump le cours du Doge à l'époque, il y avait un peu de bon sens de dire, bon, c'est aligné avec ces trucs. Bon, le Doge, on aurait pu se dire, voilà, là, ça commence à être un peu border. Aujourd'hui, quand il parle du Doge, il n'y a plus aucun impact. Quand Michael Saylor parle du Bitcoin, bon, il y a une question de, c'est pas lui qui, enfin, il n'est pas tout seul à en parler et il est convaincu, etc. Et voilà. Quand c'est Trump qui parle de son propre coin où il y a 80% de la supply, posez-vous la question de qui est-ce qui se fait tondre dans l'histoire. Donc voilà, pour moi, il y a ce bon sens à placer quelque part, quoi. Ouais, non, effectivement. Et en fait, on en revient à l'intelligence collective. C'est-à-dire que, est-ce que c'est à une autorité de décider qui, quoi, comment, où, ou est-ce que c'est juste le bon sens, comme tu disais. Et moi, je suis plutôt de ce côté-là, parce que je pars du principe que quand on commence à décider qui a le droit, qui n'a pas le droit, est-ce qu'un même coin, on peut en parler après 2 jours ou après 1 an? Est-ce qu'on peut en parler quand il est à notre nom à nous ou est-ce qu'il est au nom de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on doit dire qu'on en détient ou est-ce qu'on doit dire qu'on n'en détient pas, qu'on en a acheté en tant qu'insider? Là, on arrive dans un système qui peut devenir limite une usine à gaz où en fait, on interdit à certains de parler au nom de règles finalement assez arbitraires. Non, mais je rajouterais dans ça juste qu'il y a aussi le bon sens. En tant que média, quand on était chez Cryptost, on a toujours respecté cette règle de neutralité sur nos wallets perso. Il y a une page sur Crypto sur laquelle vous pouvez voir tous les wallets de tous les rédacteurs de Cryptost qui sont update continuellement. Ah, mais ça, c'est bien que tu peux créer un autre wallet que personne ne voit. Donc, même ça. Non, après, ça, c'est de la confiance. Non, mais c'est de la confiance. Effectivement, tu peux. Non, mais on est d'accord que le nombre de personnes qui m'ont dit non, mais c'est faux, tu l'as pas mentionné, mais tu l'as. Ça, c'est du bon sens. C'est normal de le penser. Et après, c'est normal de penser. Non, ça n'est pas normal de le penser. Les gens le pensent parce qu'ils ont que des gens dans leur écosystème qu'ils prennent pour des vendeurs de tapis. Ah la merde, je fais une belle transition pour ce qu'on va parler après. Mais qui prennent pour des gars qui veulent juste leur vendre de la merde et leur vendre leur coin. Mais tu vois, tu prends des gars comme Asher, il précise systématiquement quand il a investi dans un truc, il prend 15 minutes à faire des disclaimers dans chacune de ses vidéos. Au point. Effectivement, parce qu'il n'a pas le choix. Mais effectivement, quand tu es un gars comme Asher, je pense, et que tu vois que tu as des gars qui ne respectent pas ça, voire même le fils du président des États-Unis qui ne respecte pas ça, en vrai, tu as envie de te dire, les gars, vas-y, j'abandonne, tu vois. Enfin, bon.
voilà, bref. Non, mais c'est un sujet qui pourrait nous emmener très loin. Et peut-être on finira par la déclaration, moi, qui m'a fait beaucoup rire. C'est Trump, quand en conférence de presse, on lui dit alors, qu'est-ce que vous savez de ce meme coin? Il dit, je sais pas, moi, ça a été fait comme ça. Moi, voilà, je sais même pas si c'est lui qui a appuyé sur le bouton retweeter, mais peu importe. Et on lui dit, bah, quand même, vous vous êtes enrichi là-dessus. Il dit, ah bon, à combien j'ai fait? Il fait, bah, vous auriez fait des milliards. Et le mec, il dit, ouais, c'est des peanuts hein, pour ces gens-là. On voit effectivement, on voit à quel point il est complètement à côté de la plaque de tout ça, quoi. Alors, on a un commentaire qui est intéressant sur une annonce de la Maison-Blanche sur la potentielle réserve fédérale. Bon, il va y avoir une annonce. Alors, je réponds à Trick. Hein. Il y a une émission vendredi matin, comme tous les mardis et tous les vendredis matins. S'il y a une annonce de la Maison-Blanche sur une potentielle réserve fédérale, il faut savoir que des États comme le Texas se sont déjà positionnés là-dessus, etc. Évidemment qu'on en parlera dans la revue d'actualité de vendredi matin. En tout cas, pour ce qui est de GM Web3, mais peut-être qu'il y aura des lives sur le sujet ce soir à chaud. Et je vous invite évidemment à les rejoindre. C'est toujours intéressant d'avoir à chaud l'analyse de l'actualité. Si vous voulez, les copains, on va passer maintenant à CryptoXR. Merci en tout cas hein, pour vos avis. Tu vois, moi, j'aime bien ces émissions parce qu'elles me permettent aussi de déconstruire un petit peu peut-être des opinions que je peux avoir avec des éléments différents. Et celles et ceux qui nous regardent, bah, ça leur permet aussi d'avoir des gens qui ne sont pas forcément d'accord et qui peuvent échanger. Et à la fin, chacun se fait son opinion. C'est ça aussi l'intelligence collective que j'appelle de mes voeux. On va parler de CryptoXR. CryptoXR, c'était les 30, 31 et 1er février. Donc, c'était le week-end dernier, jeudi soir, vendredi et samedi, toute la journée. C'était pas toute la journée, que l'après-midi, puisque le matin, il fallait se reposer des quelques soirées organisées. Et puis, bah, c'était un événement à Auxerre dans lequel on pouvait retrouver quasiment tout le CTFR, donc des builders, des créateurs de contenu, des membres de la communauté, c'est quand même assez divers. Et j'aimerais commencer par directement mettre les pieds dans le plat. Maxime, toi, tu nous rejoins quand tu veux. Voilà, super. Peut-être on va commencer par Maxime. Peut-être que si tu peux nous faire un petit débrief à chaud, hein, puisque l'événement s'est terminé, vous étiez encore en train de ranger, je crois, dimanche. Débrief de l'événement, les points très très positifs, et puis s'il y en a, peut-être des axes d'amélioration. Tu sais, moi j'aime bien toujours hein, quand on est un peu équilibré, et après chacun donnera son avis sur l'événement. Vas-y Max. Ouais, ben on a rangé, ouais, on a fini hier midi. Donc ça y est, hier midi, on a rangé, c'est Expo, hein, tu sais, tout pour mettre dans les camions et tout ça. Là maintenant, ça va être la partie moins drôle, la paperasse. Donc là, C'est quoi la depuis ce paperasse matin, après un événement? Parce que je crois c'est quoi la paperasse? T'as quoi à faire? bah là, tu sais, là, bah, il y a pareil, il y a toutes là, les mails, tu vois. Enfin, là, genre, j'imprime toutes les factures. Là, je reçois les factures de tout le monde, les machins, Ah les oui, bidules, oui. tu vois, là, faire la Parce que tu as vente, dû les payer trucs, un etc. acompte, et là maintenant, il faut payer le restant, c'est ça, on peut dire Ouais, là, il y a toute la partie, tu vois, enfin, et tout. Donc ça, enfin, voilà, là, on est en France. Donc là, on va faire tout ça. Et non, bah, c'est cool. On a couru partout. Hein. J'ai pas passé beaucoup de temps avec vous. Hein. J'aurais bien aimé un peu plus. Mais bon, quand on regarde un événement, enfin voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de. Enfin, vous voyez pas les coulisses, mais c'est plein de détails partout qui pètent toutes les 5 minutes. Donc, il faut régler les problèmes. Hein. Il n'y a plus de co-web, plus de machin, plus de bidule, plus de. Voilà. Internet à un moment. Ouais, on a été obligé de couper l'internet public parce qu'en fait les bornes pétaient, il y avait trop de co et tout, donc on l'a gardé que pour les stands qui demandaient au fur et à mesure pour pas que le réseau il rechute et tout. Enfin il y a eu plein de off. Mais c'est ça qu'on adore nous, parce que effectivement, moi, par exemple, j'ai animé une émission vendredi après-midi. En live et finalement on apprend qu'il n'y a pas d'internet. Alors nous on s'en fout, on le fait quand même, puis ce sera diffusé plus tard, et ensuite vous installez des Starlink pour quand même effectivement que ça fonctionne. En fait c'est ça qui est génial, parce qu'on s'en rend pas compte en tant que participant, parce que nous on voit que le kiff, mais toi en coulisses ça a dû être parfois des moments de stress un petit peu, ou ça va? Ouais, non, du stress tout le temps, parce qu'en fait, tu sais, tout le monde te demande, etc. Ouais, Internet, on a tiré, je sais pas, 300 mètres de la nuit du vendredi au. En fait, le Starlink, il était prévu pour le hackathon, pour qu'ils aient un réseau fermé. On avait fait un réseau, enfin, il y avait plusieurs réseaux Internet.
Celui des stands, c'était celui du Palais des Congrès. On avait demandé une surpuissance, tu sais, une augmentation de réseau et tout. Et elle n'a pas tenu. Donc la nuit, on a tiré. Il y a les gars donc, qui sont venus tirer à peu près 300 mètres de câble pour réinstaller ça pour le lendemain et tout. Enfin, ça faisait partie des petites joies du live. Non, mais c'est formidable. Et raconte-nous un petit peu, c'est quoi le meilleur moment pour toi, même si tu sais, comme au mariage, hein, on participe très peu à son propre mariage, mais quel a été peut-être le moment le plus sympathique à vivre pour toi? Le moment qui m'a. Ah, c'est Binge. Binge? C'est-à-dire? Attends, j'ai envie de pleurer parce que. Oh, c'est trop mignon. Raconte. Prends ton temps, mon frérot, t'inquiète pas, on est entre nous. Ouais, je suis fatigué. Hein. Mais Non, c'est normal, c'est le stress qui retombe. ouais, j'étais en train de régler les emmerdes avec les DJ, machin, tout ça, pendant la closing. Il y a Binge, il est venu me chercher en mode Max, il y a une putain de grosse couille et tout. Il m'a tenu par la main, il m'a tiré. En plus, j'étais en train d'engueuler les bénévoles, machin, tout ça. Les gars, faut y aller là, ça part un peu en sucette, enfin, au niveau orgia et tout. Genre, il m'a fait flipper comme un dingue. Il me dit putain, il y a une putain de merde et tout. Il m'a tiré, il m'a ramené, tu sais, quand il y avait Abdel et tout ça, là, dans la soirée, là. Et il y avait tout le monde, tu vois. Et ils m'ont fait la surprise, ils m'ont jeté en l'air et tout, ça m'a fait kiffer. Enfin, tu vois, le truc, tu sais, pour me remercier de l'event et tout, ça m'a fait Ouais, je comprends. bon moment. Ouais. L'anniversaire aussi de Carlita que vous avez souhaité en live. Ouais, c'était pour lui faire la surprise et tout, tu vois. Je savais que c'était son anniv. Mais je crois qu'on a oublié, il me semble, je sais pas, j'ai vu passer sur les réseaux et j'ai zappé. Je crois que c'était aussi l'anniversaire de Thibaut. Et du coup, on aurait pu faire les deux en même temps. Enfin, j'aurais bien aimé Il y a eu aussi l'anniversaire d'un monsieur qui s'appelle Définissons. C'était son anniversaire, je crois, le vendredi. D'accord. Tu peux pas de toute façon tout faire, mais en tout cas, dès qu'on l'apprend, on le souhaite et c'est un kiff de le faire avec tout le monde. Mais ouais, effectivement. En tout cas, je vais laisser les autres donner un peu leur avis sur l'événement, mais on sent l'émotion. Et je t'avoue que tu m'as foutu une petite chair de poule, mon frérot. Mais c'est bien, c'est beau. Parce qu'il faut rappeler quand même à tout le monde que tu ne gagnes pas d'oseille sur ça. Tu passes un an, tu énormément de temps, tu investis énormément d'argent. L'année dernière, tu en as perdu. Là, cette année, ça va? Tu es arrivé à break-even un peu ou pas? Ouais, honnêtement, je pense à peu près. J'attends les surprises de la fin. On n'a pas fait rien du tout encore. Je ne sais même pas où on en est. Là, tu vois, hier après-midi, j'ai répondu aux messages parce que mon téléphone, tu sais, on n'avait pas le temps de répondre à tout le monde. J'ai vu des messages de gars 48 heures après qui me demandaient des trucs. J'ai dit désolé les gars, mais pas eu le temps de, tu vois, voilà. Donc j'ai répondu un peu à tout le monde là sur un peu tous les réseaux. J'ai fait ça hier après-midi parce qu'il y avait des messages qui dataient de 3 jours, quoi, tu vois. Où est-ce qu'on peut se garer? Ouais, c'est ça. Max, elle est où l'adresse de la soirée du jeudi soir, tu vois? D'ailleurs, moi, je t'ai envoyé un petit message pour que tu viennes ce matin dans l'émission. Je me suis dit, ça se trouve, il ne répondra pas. Il est dans le rush. Merci d'avoir pris le temps ce matin de. Ouais, c'est pareil. J'ai fait avec les bitcoiners hier soir. Ils m'ont demandé. J'ai passé 1 heure avec eux avant d'aller me coucher, tu vois, histoire de faire un petit récap aussi sur leur présence cette année, tu vois, parce que franchement, c'est ce que je leur ai dit, les gars. Putain, GG. C'est vrai que l'année dernière, ils m'avaient dit, ouais, Max, il n'y a pas assez BTC, nanana, nanana. Mais je leur avais dit, les gars, le problème, c'est que. Enfin, on peut pas tout faire. Tu vois, nous, les stands, on veut pas toucher. C'est pas possible. Tu vois, les bénévoles et tout, déjà, tu vois, c'est un boulot de malade en vrai. Hein. Tu vois, on fait ça avec des bouts de ficelle tous les ans. Hein. Il y a Adli, vient me voir, il me dit, Max, le budget cette année, t'es à quoi? 1 million, 1,5 million? Je dis, frérot, on va 250, 300 000. Je sais même pas trop, tu vois, à la fin. On fait tout nous-mêmes. Tu vois, il n'y a pas. Donc, cette année, on a quand même pris pas mal de prestats. Tu vois, il y avait quand même. Il y avait Vega, il y avait Tom pour les captations vidéo, tu vois, pour machiner. Enfin, on a essayé de tout scale up, tu vois, par rapport à l'année précédente, et enfin, même celle d'avant. Mais enfin, tu vois, mais il y avait quand même encore plus de monde, donc plus de monde à gérer, égale plus d'emmerdes, égale. Combien de personnes alors étaient présents Est-ce que tu sais à peu près? Alors, tiens, le Palais des Congrès m'a filé les stats hier matin 2025, du coup, 2024-2025. Parce que c'est pareil, la billetterie, ça a un peu déconné.
Donc, j'ai dit aux bénévoles au rangement de de garder le carton des bracelets, en fait, tu sais, pour avoir les décomptes exacts, parce qu'on avait les stocks de bracelets, tu sais. Et c'est parti, on a rangé dimanche, franchement, les palettes, on a refait ça très vite, parce qu'il fallait qu'on dégage. Et puis, ils voulaient rentrer chez eux aussi. Il y en a qui venaient du sud, qui avaient de la route et tout. Donc, voilà. Et en gros, ils m'ont filé les stats de l'année dernière et de cette année. On est à 25% d'augmentation. C'est beau, c'est beau. Donc, en gros, ça fait, on est à je n'ai pas pris la calculette là, mais on est sur entre 5 et 6 sur les 2 jours. Et la soirée VIP, je le sais, parce que c'est moi qui a fait les bracelets toute la soirée. Je faisais un peu le physio parce que je savais que ça allait être le bordel et ça l'a un peu été. Parce qu'on avait une capacité de 600 personnes et on a distribué 800 bracelets. Ouais, donc c'est ça. Ok. Non, mais Voilà, je sais que j'avais ramené 1000 bracelets pour la soirée VIP parce que je savais que. Alors j'ai été chiant avec certains. Je leur ai dit, les gars, non, vous revenez plus tard, on verra à la fin s'il y a moins de monde et tout. Et voilà, c'est pareil, là, je voulais pas à la soirée VIP. En fait, c'est ça, les gens se rendent pas compte et tout. C'est au bout d'un moment, en fait, je suis obligé d'être pas sympa. J'aimerais bien, tu vois, faire rentrer tout le monde et tout, on s'en fout. Mais à un moment, si tu veux, le traiteur, tu vois, et tout ça, c'était prévu pour 600 personnes. Bon, les boissons, je leur avais dit, vous me faites pas genre, il y en a plus à Munus. Je connais les gars de la crypto, la bière, ça va y aller. Toi, je vais pas citer de nom, hein, Oslo. Je m'y attendais un peu, j'avoue. N'empêche que non, à soirée VIP, j'ai bu surtout du vin rouge. J'ai bu une bière, et après c'était du vin rouge. Mais oui, effectivement. Mais tu vois, je voulais pas que les gars me disent, voilà, ta soirée, il y avait rien à manger, il y avait rien à boire, tu vois. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, tu vois, j'ai laissé rentrer. Donc on a fait 600, 800, tu vois, 25% de bracelets donnés en plus. Bon voilà, ça s'est bien passé. Et puis voilà. Merci beaucoup. Alors, on va faire un petit tour de table si vous voulez. Mais on va commencer d'abord, si vous voulez, par Adam, qui s'est fait un peu remarquer sur Twitter par une vidéo qu'il a postée hier, dans laquelle il dénonce, il critique, il donne son avis sur peut-être un point négatif sur l'événement crypto. Peut-être tu veux nous en parler un peu, Adam, et ensuite on va te challenger là-dessus. Il y a peut-être qui sont d'accord, d'autres moins. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, c'était pas forcément dénoncer, c'était plutôt juste donner mon avis. Bon, malheureusement, le truc, c'est que là, tu as Max qui est présent. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message justement parce que, déjà, GG pour l'event, en fait. GG pour l'event. Je vais pas m'étaler sur la vidéo, sur l'orga, etc. Franchement, GG pour l'event. Mais c'est vrai que moi, il y avait certains points. Je vais commencer d'abord par les points positifs, quand même, parce qu'il y en avait. C'était le côté social, en fait. C'était vraiment revoir les personnes que tu as l'habitude de parler sur des Twitter Space, sur Discord. Et vraiment, c'était le point de réunion où là, j'ai vraiment apprécié. Pour moi, l'event faisait du sens à ce niveau-là. Pareil, les side events, c'est-à-dire que nous, on avait une villa avec les autres. On invitait les gens, c'est-à-dire qu'après, tu vois, la nuit, on passait un bon temps. On allait à la villa, des fois on dormait pas, ensuite on allait voir, on installait l'expérience, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais ouais, c'est vrai que j'ai été cash, j'ai peut-être été un peu trop cash dans la vidéo, mais j'ai été honnête, les explosions, c'était pas fou. Selon moi, ça c'est que mon avis, encore une fois, hein. C'est à titre perso, c'était pas fou. L'event en soi, hormis le côté social, tu faisais vite fait le tour en fait des exposants, hein, honnêtement. C'était pas, voilà, il n'y avait pas masse de stands non plus. Et non seulement il n'y avait pas masse de stands, mais selon moi, les stands qui étaient présents manquaient, ce que je disais dans la vidéo, manquaient de passion. Voilà. J'ai utilisé le terme passion pour une raison, c'est que moi, je me suis arrêté à quasiment tous les stands. Et ouais, j'avais l'impression plutôt qu'on était là. Il y avait Lilian qui avait fait le jeu de mots, le vendeur de tapis, pour faire le parallèle. Mais ouais, c'est ce que moi j'ai trouvé. C'était des vendeurs de tapis. Je l'ai dit. Mais ça change rien. En fait, c'est pas une critique envers Max. C'est ça que je veux dire. C'est pas une critique envers Max. Lui, il a fait son travail. Mais les exposants invités, ça faisait pas de sens. Donc ouais, ça c'était mon avis. Je sais pas. Tu veux que j'en revienne dessus Typiquement pour être. Et les intervenants, attends, excuse-moi. Et les intervenants sur les conférences. Oui, ça pour moi c'était le plus gros point noir. Parce que bon, les exposants, ok, vont vendre des trucs, etc. Il n'y a pas de problème. Mais les intervenants, pour moi, c'était le plus gros point noir. Et par contre, les workshops aussi, comme je disais tout à l'heure, il y avait les workshops, j'adorais.
Je trouve que c'est dommage qu'ils étaient un peu cachés parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savait où c'était. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, c'était un peu caché derrière. Ouais, workshop, j'ai kiffé. À part ça, Ok. voilà. Alors, juste pour être précis, après je vais donner la parole aux autres. Sur les stands, je ne sais pas si tu as déjà fait d'autres salons professionnels. Mais en Non, tout cas, non, c'est mon premier, c'est mon premier event crypto. Je fais d'autres events, mais crypto, c'est le premier. professionnel, parce que c'est vrai que bon, moi je viens d'un milieu qui est différent. J'ai passé 6-7 ans dans le milieu de la banque assurance. Et il y a des salons de l'assurance, des salons de la banque, des salons de la gestion de patrimoine. En fait, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que tu as des stands avec des entreprises qui viennent se vendre et ils payent pour ça et c'est ce qui finance le salon. Ensuite, tu as des tables rondes sur lesquelles on va privilégier les sponsors, évidemment, parce que ils payent pour avoir un stand, mais ils payent aussi pour avoir un peu de visibilité sur leur expertise, leur analyse. Et puis ensuite, tu as des personnes qui viennent de façon bénévole. Typiquement, moi, j'ai participé à une table ronde. Je l'ai fait évidemment gratuitement et c'était un plaisir. Et si j'ai pu apporter ne serait-ce qu'une information intéressante, je suis trop content. Mais voilà. Mais en fait, c'est un fonctionnement qui est assez classique dans le milieu de l'événementiel professionnel. Et c'est pour ça que moi, je voulais savoir, est-ce que ton point de vue, c'était parce que c'est ton premier, tu n'avais pas d'éléments de comparaison, ou est-ce que tu as vu d'autres événements dans lesquels il y avait moins ce côté, alors je reprends le terme vendeur de tapis, pas de problème, chacun utilise les mots qu'il veut. Non, désolé. Des events pro, oui. Ok, d'accord. Mais j'ai pas considéré en fait CryptoXR comme un event pro. C'est ça en fait peut-être mon biais là-dessus, c'est que moi j'ai considéré crypto. En fait, j'avais pas de biais d'avis. Moi, on m'a pas vendu CryptoXR. On m'a juste dit que globalement il y avait 2 events en France. Il y avait CryptoXR et NFT Paris. Peut-être qu'il y en a d'autres, je les connais pas. Je pense que c'est- PPW, il y a Proof of Ouais, Talk. moi, je connais ces deux-là. On m'a parlé de ces deux-là. Et j'avais même vu sur Twitter, voilà, des gens qui disaient, écoute, CryptoXR, c'est plus familial, c'est plus convivial, tu ne retrouveras pas ça dans NFT Paris. Ok, soit. C'est pour ça qu'en fait, moi, quand je suis venu à CryptoXR, je ne l'ai pas considéré comme un event de pro. J'ai considéré ça plutôt comme une réunion de gars passionnés de la crypto. Ouais. Ça, c'était mon point de vue. Après, si c'était un event professionnel, je ne le savais pas. Et je pense pas être le seul, parce que du coup, j'ai parlé aux gens là-bas. Il faut savoir que j'avais pas de stand là-bas. J'ai pas payé pour un stand. Je sais même pas comment ça fonctionne. Par contre, j'étais beaucoup au stand de Bitcoin à la française. J'étais là-bas. Donc voilà, j'ai pu parler à des personnes qui venaient visiter les stands. Moi-même, j'ai visité les stands et j'ai vu des gens là-bas. J'ai pas eu de retour comme quoi c'était un event pro. Après, toi, tu me diras exactement ce que tu veux dire par là. Mais ouais, c'était plutôt ça mon approche. C'était plutôt une réunion globale de gars passionnés. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise le terme passion dans ma vidéo. Je vais laisser Max répondre, mais c'est une question de business model. C'est-à-dire que le mécanisme que toi, auquel tu t'attendais, il aurait fallu que la billetterie suffise en fait à l'organisation d'un événement de cette ampleur. Et finalement, tu fais payer les gens pour venir. Et c'est juste un meet-up de crypto bro. Mais si tu veux un événement comme celui-ci, tu es obligé de faire payer. Je sais pas, Maxime, tu nous diras, mais il aurait fallu que la place soit à combien pour que tu n'aies pas besoin que des professionnels viennent en tant que sponsor. 100 balles, 200 balles, 300 balles. Ah beaucoup plus que ça. En vrai, si tu calcules s'il n'y a pas de sponsor, tu calcules, on a un budget, on va finir aux alentours des 300 000. Tu calcules, tu prends ta calculette. Imaginons que tu prends 5 000, tu fais 300 000 divisé par 5 000, tu auras le prix de la place. Et au final, tu n'aurais pas eu de toute façon autant de monde. Donc, en fait. Tu n'aurais eu personne. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je comprends, c'est un trade-off. Comment tu réagis face à cette critique? J'imagine qu'il n'y a pas tout à jeter là-dedans. Il y a peut-être des éléments que tu. Ouais, non, mais voilà, je vais répondre gentiment. L'idée, c'est que c'est faire un event familial et ça se ressent au niveau de l'atmosphère. Niveau pression, business oseille, forcément, les sponsors sont mis un peu en avant et eux veulent un peu de visu. Maintenant, au niveau des stands, c'est extrêmement large parce que c'est pareil, il y avait les mecs de la June. Tu vois, c'est gratuit, les junistes, ça, niveau libertarien et tout, je pense que c'est même au-dessus des bitcoiners. Il y avait BIM, un stand de BIM aussi. C'est pareil, en fait, on fait des stands qui sont... Nous, il faut bien qu'on fasse le financement. Mon but, si tu veux, c'est d'onboarder des gens dans l'écosystème, de venir découvrir c'est quoi la crypto, quelles sont toutes les thématiques, etc., le gaming, les NFT, le RWA, enfin, tu vois, il y avait, voilà, Ouais.
les écoles, les machins, les bidules. En gros, t'es un no-name, enfin un retail, un normiste, tu l'appelles comme tu veux. Enfin voilà, de rentrer dans un salon crypto. Donc un salon à 200 balles l'entrée, même à 100 balles l'entrée, bah, ça a du mal à rentrer. Pour ça que tous les ans, je tiens à ce que la place soit à 30 balles, sachant qu'on fait des codes de réduc, il y en a partout, c'est 20 balles et on offre... Enfin, il y a à peu près 50% des places qui sont offertes. La soirée VIP, c'est pareil. Déjà, sur les 600 places, il y en a eu à peu près, je sais pas, dans les 400 qui sont offertes aux sponsors et à leurs équipes, puisqu'en fait, c'est la soirée d'accueil. Cette année, on en a vendu un petit peu parce que la Capa, l'année dernière, on était trop petits, c'était serré, on a choisi une salle plus grande. Et en fait, les 90 balles du billet VIP, en fait, c'est pour les mecs qui démarrent dans l'écosystème, qui n'ont pas de moyens. Pour 90 €, ils ont une soirée networking, ils ont accès à l'espace VIP. Enfin voilà, pour faire du networking pendant 2 jours. Donc c'est pareil, si tu veux, il y a, enfin, en gros, t'enlèves les 30 balles, il en reste 60 balles. Enfin, tu vois, c'est en gros le budget petit four picole de la soirée qui est couvert. Hein, tu vois. En gros, il n'y a aucun gain d'argent sur les places, hein, parce qu'on a la SACEM à payer. On va avoir la douloureuse inconnue, on va l'avoir faut qu'on fait une prédéclaration à la SACEM, parce que nous, c'est pareil, on se fait pas chier. Tu rentres, tu vois, même si à partir du moment où tu rentres dans le salon, même si tu vas pas aux soirées ou choses comme ça, enfin, une entrée égale SACEM à payer. Donc, on va voir à la fin la douloureuse, on l'a tous les ans en mode surprise. Enfin bon, voilà. Sur les places, il n'y a vraiment pas de gain d'argent du tout. On met les tote bags, les machins. Enfin, le but, c'est d'essayer de faire plaisir et tout. C'est intéressant, Max, ce que tu dis, notamment sur le nombre de... on va prendre un peu plus de temps. J'ai prévenu Pascal qu'on commencera la chronique DeFi un peu plus tard parce que j'ai vraiment envie que tout le monde puisse donner son avis. Merci déjà, Maxime, pour la transparence sur le nombre de tickets offerts. Il y a beaucoup d'events qui se targuent d'avoir des milliers, des milliers d'invités. Mais par contre, le nombre de tickets offerts, c'est quelque chose qu'ils ne disent pas pour justement faire la guéguerre un peu de qui a eu plus de monde et la transparence dont tu fais preuve sur le fait que tu as offert effectivement des centaines de places, c'est tout à ton honneur d'être transparent sur le fait qu'il y en a qui ont été offerts. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose de régulier. Peut-être sur la partie, entre guillemets, pardon, je reprends le terme parce que ça permet de gagner du temps, vendeur de tapis. Peut-être que Lilian, tu as un avis. Et ensuite, j'aimerais qu'on finisse sur une autre critique que tu as formulée, Adam. Et Oslo, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Moi, c'est ce que j'ai retenu finalement de ton tweet, Adam, mais je l'ai lu en diagonale, enfin, ta vidéo, et je l'ai regardé un peu en diagonale, c'était aussi sur le fait qu'il y avait certains dans l'event où ils étaient un peu arrogants, méprisants, etc. Non, mais ça, c'est hyper intéressant parce que je pense que je suis convaincu que tu n'es pas le seul et que c'est un sentiment qu'on peut avoir, mais je pense que de l'autre côté, certains peuvent trouver des arguments à cela. Mais Lilian, peut-être d'abord. Ouais, moi j'ai un retour général à faire sur cette vidéo et je suis pour que les gens donnent leur avis sur les trucs et c'est très bien de partager son avis. Maintenant, il y a une manière de le faire et moi ce que je constate, franchement, je m'étais dit ok, le gars il est à fond, c'est son avis, il a pas du tout aimé, très bien. Là, j'ai complètement changé d'avis en t'écoutant parler parce que tu as un discours ultra mesuré dans ce que tu dis maintenant. Tu dis, bah, ouais, c'était pas si mal, en fait, il y avait ça qui était bien, mais finalement, il y avait ça qui était pas bien. Tu dis, j'ai bien aimé les workshops, tu dis, enfin, tu as un avis qui est beaucoup plus mesuré. Ce que je comprends pas, c'est que cette vidéo, elle est ultra à charge. Et moi, je déteste quand on donne un avis qui est tout noir ou tout blanc et quand on met tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire que quand tu mets tous les stands dans le même panier, que tu mets tous les influenceurs en disant vous êtes tous des cons parce que vous n'avez pas répondu aux gens qui venaient vous voir, quand tu mets, en grosso modo, tu mets toutes les personnes qui sont intervenues. T'as bien regardé la vidéo? T'as regardé les 7 minutes de vidéo ou t'as regardé en diagonale? Non, j'ai regardé tes 7 minutes de vidéo et si t'as bien regardé les 7 minutes de la vidéo, justement, je nuance mes propos et je dis que c'est pas tout le monde et je dis que j'ai apprécié certaines parties et je dis exactement ce que j'ai dit là en fait et j'irai même plus loin, j'ai répondu à tous les commentaires de la vidéo, parfois même j'ai fait des pavés, j'ai répondu à Amy sur les workshops, j'ai répondu à tout le monde. Donc non, mais moi, je veux pas t'accabler. Hein. Je suis pas. Je dis au début que j'ai le droit de donner mon avis et après, c'est souvent. Vas-y, je te laisse finir. Ouais, je m'offre un droit de réponse face à ta vidéo. Moi, je t'accable pas du tout en te disant ça. Je te dis juste que ta vidéo, elle est plutôt très à charge et ça, tu peux pas l'enlever puisque ça a fait quand même beaucoup de buzz sur Twitter. Il y a eu beaucoup de réponses et tout le monde y a répondu en te disant
tu vas un petit peu fort dans ce que tu dis. Donc, je pense que tu l'avoues que ta vidéo était quand même relativement à charge par rapport à ce que tu dis maintenant dans ton discours. Donc, moi, je pense que dans la vérité, c'est que tu es plus mesuré dans ton avis que ce que tu as laissé percevoir dans ta vidéo. Et c'est plus la forme qui était mauvaise. C'est-à-dire que je pense que tu as laissé percevoir un avis qui était beaucoup plus négatif que ce que tu pensais et tu as entre guillemets, pris des gens ça a blessé des gens qui se sont pas sentis visés par ta vidéo et c'est un peu ça le truc. Donc, moi, je vais te donner mon expérience perso et c'est ce que je t'ai dit dans le commentaire. Moi, j'ai passé, je pense franchement, un tiers de mon event à discuter avec des inconnus qui venaient me voir et tout. C'était génial. Et je pense qu'ils étaient contents de discuter avec nous. D'ailleurs, Jérém, on a une histoire en commun où pendant 1 heure, je parlais avec un mec qui m'expliquait qu'il était arrivé dans les cryptos il y a je sais pas combien de temps, qui s'était mis à faire des vidéos sur YouTube. Et on a fini à discuter avec Jérém avec lui pendant encore 1 heure. Je te l'ai laissé. Je crois que vous avez continué encore pendant un moment. C'est ça vraiment, c'est ça que j'aime avec CryptoXR, c'est que comme Max a réussi à ramener énormément d'inconnus à cet événement, la preuve, on allait faire des courses pour notre soirée. La vendeuse du Carrefour, elle nous a dit qu'elle venait le lendemain à CryptoXR et on l'a recroisée, on lui a fait des grands coucous, c'était très drôle. C'est un peu ça, ce truc, c'est qu'il y a des gens qui sont venus nous voir en disant ouais, moi je t'ai vu sur une vidéo, je t'ai vu là, ou je te connais pas, t'es qui, raconte-moi ton truc, et on a bien parlé, et ça c'était génial. Pour les intervenants, bah ouais, les tables rondes, moi je suis un peu d'accord avec toi. C'est des trucs qu'on a déjà vus, revus souvent dans d'autres événements, et tout le monde n'est pas toujours très pertinent dans son sujet. Moi, le premier, j'étais sur un sujet sur les NFT. Je pense que ceux qui sont fans de NFT, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, cet enfoiré? J'ai fait que de dire que c'était de la merde pendant tout le long du panel. Il m'a mis sur une table gaming, j'ai dû réviser. Mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, tu vois. C'est voilà. Donc, j'entends ce que tu veux dire, tu vois. Moi, je pense qu'entre la personne que je vois maintenant qui est en train qui m'a l'air quand même relativement mesurée dans son avis et ce que ta vidéo a laissé transparaître, on aurait dit que tu étais un gros haineux dans ta vidéo. Bon, évidemment, j'exagère encore le trait, tu vois, mais aujourd'hui, là, tu as l'air beaucoup plus mesuré. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. C'est dans ta forme, dans ta manière de faire, je pense que soit tu as cherché le buzz et tu l'as eu, soit tu as tapé un peu à côté et tu as raté ton coup. Et voilà, c'est pas grave, tu vois, parce que là, dans ton avis, ça reste un avis qui est très intéressant à avoir, toujours dans le respect des gens, quoi. Ouais, non, là, par contre, je sais pas par où je dois commencer. Là, je t'ai vraiment bien écouté pour le coup. Et sincèrement, tu dis exactement la même chose que moi. T'as la plus grosse partie, la majeure partie là de ce que tu viens de dire, c'est moi j'ai kiffé, il y a des gens qui sont venus me voir, on a bu des verres. C'est ce que je dis dans la vidéo en fait. Moi aussi, c'est ce que j'ai kiffé. Ce que tu as kiffé, c'est ce que j'ai kiffé. Et ce que tu as détesté, c'est ce que je dénonce dans la vidéo. Alors oui, je comprends, hein, la forme n'est peut-être pas la bonne et je ne cherche pas à gratter du buzz. Honnêtement, moi j'ai fait de la vidéo pour ma communauté et je ne sais pas si tu me suis sur les réseaux, mais j'ai l'habitude d'être transparent sur tous les sujets. Ça a pris, ça n'a pas pris, je m'en fous. En fait, je n'ai pas besoin de vidéos. D'ailleurs, je n'ai jamais partagé aucun projet, jamais partagé aucun coin, j'ai rien à partager, j'ai pas de formation, j'ai pas de Discord, j'ai rien. Vraiment, mon Discord, il est vide, à part dire ce que je ressens. En fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'invite personne à s'abonner non plus. Tu vois. Donc, je ne cherche pas du tout cette part-là. Et à titre inverse, moi, j'ai reçu des gens en DM qui étaient totalement d'accord avec moi. Et même si tu regardes les commentaires, tu as beaucoup de personnes aussi qui sont d'accord avec moi et qui sont limite contents que quelqu'un ait pris la parole. Je reviens rapidement sur les termes que j'ai utilisés. Vendeur de tapis, globalement, vous n'avez rien raté. J'avais utilisé quoi aussi tout un tas de termes qui peuvent être durs à entendre, je le sais. C'est pour ça que j'ai envoyé un message à Max pour lui expliquer. Je pense qu'il n'a pas vu le message, mais s'il regarde sur Twitter, il verra. Il lui explique que ce n'était pas contre lui, c'était simplement contre la situation et vraiment comment moi j'ai ressenti l'événement. C'est vraiment un ressenti. Si des gens ont apprécié l'event, je suis très content pour eux. Il y a une part de moi qui a apprécié l'event, mais comme voilà, donc en gros, moi juste. C'est du vu et revu. Certains intervenants n'étaient pas pertinents. Sur les stands, c'était voilà, limite, on est là pour te vendre quelque chose. Je comprends le terme de financement, je comprends, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, pas me dire que la vidéo n'était pas pertinente, que c'était. En fait, pour moi, c'était nécessaire de parler d'un sujet dont personne ne parle et d'avoir un point de vue parce que j'allais
honnêtement, tu regardes CryptoXR, il y a beaucoup de monde qui disait que c'était cool, etc. J'aurais pu surfer sur la vague et dire ouais les gars c'était cool, mais il fallait que je le dise. C'est super. Moi j'ai toujours mesuré mes propos, mais je suis libre de parler et moi pour moi la liberté d'expression c'est important, tu vois. Donc c'est pour ça que je te réponds rapidement. Attends, moi je rajouterais juste un truc avant qu'on. Lilian, je suis désolé, je pense que vous avez partagé vos avis et j'aimerais qu'Oslo aussi puisse donner son avis. Je suis désolé, il faut qu'on avance. Mais effectivement, je pense qu'on peut rejoindre la liberté de chacun de donner son avis. Et la liberté moi, je veux juste te dire un truc, c'est que non, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ta vidéo et ce que j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Juste, toi, tu as donné un avis, j'accepte que tu donnes ton avis et tant mieux que les gens donnent leur avis. Maintenant, tu ne peux pas dire que tes propos étaient mesurés dans le sens où, quand tu mets tout le monde dans le même sac en disant que ce sont des vendeurs de tapis, quand tu as des gars qui ont des projets, qui ont payé l'event, qui ont soutenu l'event et qui sont venus là avec rien à vendre derrière et qui se font insulter de vendeurs de tapis, bah, ça les fait chier. Et quand tu dis que tous les talks étaient nuls, que tous les intervenants étaient mauvais, bah, ça les fait chier aussi. Moi, ce que je te dis juste, c'est tu as été tout blanc ou tout noir. Tu n'as pas été mesuré dans tes propos et c'est ça qui a créé tant de réactions sur le truc. C'est tout. Si tu avais été mesuré dans tes propos, bah, tu n'aurais pas fait autant de buzz sur ta vidéo. Et c'est pas grave, tu vois. Je ne dis pas que tu cherches le buzz, je dis juste que tu n'as pas été mesuré dans tes propos et c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. On a compris. Voilà. Désolé. Non, mais ça me fait chier aussi pour Max, tu vois. Voilà. Moi, Non, je c'est big pas up ça, à mais- Max, gros big up à Max. Et je sais que tu voulais pas lui faire de mal non plus par ta vidéo, mais indirectement, sache que je pense que ça fait chier. Non, mais voilà, ciao. Non, Oslo, tu voulais dire un mot là-dessus quand même avant qu'on ferme cette partie, s'il vous plaît. Yes, ben, en fait, moi, je vais pas forcément réagir sur la vidéo, je vais plutôt faire un comparatif entre Auxerre et les autres events que j'ai pu faire, comme je disais dans un commentaire ce matin. Moi, il y a que Surfing que j'ai pas fait. J'ai même fait le Pix à Tahiti il y a 2 ans et demi. En fait, faut bien voir que sur les autres événements, et là, je vais prendre l'exemple et je vais citer parce que je m'en fous, quand on prend PBW, NFT Paris, ETHCC, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a autant de stands, ils sont encore plus là, selon moi, pour te vendre quelque chose. Tu ne discutes pas pendant l'événement, même avec des gens que tu connais, hein, et je leur jette pas la pierre, tu vois, des gens qui ont plein d'interviews à faire, si on parle des médias, des gens qui sont là pour leur stand. Moi, je l'ai fait avec Bubble Maps sur PBW et THCC. Effectivement, t'es sur le stand pour vendre. Et il y a rien de mal à ça, puisque tu payes justement ta présence. Et à ces événements-là, si tu veux rencontrer des gens, c'est au side event. Et le side event, faut déjà être un minimum quelqu'un, entre guillemets, parce qu'il faut des places pour les side events. Si tu connais pas, tu peux t'inscrire au Luma. Alors, très généralement, ils demandent ton Twitter ou ton LinkedIn ou autre chose pour pouvoir accéder à l'événement. Et ce que je disais dans mon commentaire ce matin, c'est qu'à CryptoCert, tu es déjà dans le side event. Tu peux parler, les gens sont hyper ouverts, et tu peux parler à absolument tout le monde. Alors oui, il y a certainement des gens qui réagissent mal, comme partout, et comme l'a mis très bien Artem sur son commentaire de ce matin, je trouve, c'est qu'effectivement, quand tu as 400 personnes qui viennent te voir, tu peux pas être aussi attentif sur le premier que sur le 400e, je trouve qu'il l'a très bien dit. Mais sur CryptoCert, tu vas pouvoir vraiment faire des vraies rencontres pour un événement qui est vraiment pas cher. Alors oui, il y a des stands, ils sont là pour vendre des trucs. Ouais, oui, c'est comme dans tous les événements en fait. Et je trouve que c'est dommage de mettre ça sur le dos de CryptoCert quand tu connais les autres événements qui se passent en France, quand tu connais leur prix et quand tu connais comment ça se passe réellement quand tu es sur l'event et non pas en side event. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et je trouve ça... Voilà, faut vraiment bien faire la différence entre penser au fait que CryptoCert c'est vraiment pas cher, que ramener des gens au CER, déjà, bravo Max, en début février. Et faut bien voir que c'est pas un événement corpo, mais t'as forcément ce côté stand de gens qui sont là pour vendre quelque chose, puisqu'ils payent l'événement pour le soutenir. Et pour avoir fait les autres, il faut vraiment bien voir que sur les autres événements, c'est pas ça comme ça du tout. J'aimerais quand même qu'on revienne sur un point. Je peux faire un petit récap. Parce que, ouais, moi, sur déjà, les inaccessibles, parce que le discours tous les ans, on dit, tu sais, aux je sais pas, créateurs de contenu, un flux, comme tu dis, comme tu veux, c'est d'être avec le public et pas rester à part. Et cette année, j'ai halluciné dans l'espace VIP, entre guillemets, il y avait quasiment jamais personne. Ce qui veut dire qu'ils étaient tout le temps dans la foule. Ensuite, par rapport au stand, forcément, il y a des boîtes qui sont là, il y a des startups qui lèvent, des machins, des bidules, etc.
aussi pour va faire du business, et ça, c'est tout à fait normal. C'est le but d'un salon aussi. Ensuite, les conférences principales, le main stage, là, ce qui est demandé, j'ai vu aucune vidéo de ce qui s'est passé, mais alors vraiment zéro. Mais voilà, nous, le discours, sur les conférences principales, c'est de vulgariser autour d'une thématique, en gros, en se présentant en tant que je travaille dans telle boîte, choses comme ça, mais c'est pas à but publicitaire, c'est le but de vulgariser, démocratiser auprès du public. Les short D'ailleurs, talks, je peux préciser quand même, pardon Max, c'est important parce que moi j'ai quand même noté que la plupart du temps dans les conférences, donc sur le main stage dans lequel il y a les tables rondes, etc., la plupart du temps la salle est vide dans les événements crypto. Mais vraiment, c'est bluffant, tout le monde s'en tape. Et là, moi j'ai remarqué, alors j'y étais pas tout le temps, mais j'ai remarqué que la salle était relativement pleine, ouais. donc visible. Et il y avait la session questions-réponses à la fin de chaque table ronde. Et je sais que ça se fait parfois dans les conférences, et quand tu demandes au public s'ils ont des questions, personne ne pose de questions, parce que tout le monde s'en fout, tout le monde dort, tout le monde est là pour s'asseoir, et que là, pour le coup, à la fin de chaque conférence, je me rappelle qu'il y avait des questions tout le temps, et même on était obligé à la fin de dire désolé, on ne peut pas prendre toutes les questions parce qu'il y a une table ronde. Donc finalement, ces main stage-là, je peux comprendre que certains aient trouvé ça plus ou moins bien, ce n'est pas le sujet. En tout cas, relativement par rapport à d'autres events, les salles étaient pleines. Et le public avait des questions, dont certaines très intéressantes. Ça, il faut le noter parce que ce n'est pas toujours pareil, hein, loin de là. Ouais, non, mais voilà, mais tant mieux, c'est le but recherché. De toute façon, c'est de lancer, tu vois, la petite étincelle dans les cerveaux. Après, tu sais, pour finir, les talks, là, c'était une boîte, une thématique, et plus orienté à but commercial, puisque ça, c'est pareil, c'est les sponsors qui avaient des talks. Pas C'est comme forcément tous, parce que c'est pareil, quand on avait des trous, on essayait de mettre les gars les plus pertinents. Hein, il y avait aussi des les trucs événements, qui tu étaient- as des keynotes. Un projet qui vient et il a 10 minutes, 15 minutes pour présenter Voilà. son projet. C'est un format qui est assez commun. Et quand tu viens à cette keynote, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que tu viens écouter un mec qui vient te vendre son projet. Et pas que, parce qu'il y en a qui faisaient ça par passion, tu vois, quand j'entends, tu vois, il y a eu Thomas Charbonnel, tu sais, Gwen, il est arrivé, il a rien vendu, il est arrivé avec ses bonbons qu'il fait sécher, tu vois, dans son usine de mining, tu sais, au fin fond de l'Afrique, tu vois, enfin là, il m'a dit, moi, je veux juste dire aux gens, tiens, je lance des bonbons et je vais les donner, c'est gratos, machin, tout ça, enfin voilà, et ensuite, on avait les workshops, où là, c'est pareil, on a essayé de donner de la place à tout le monde, et c'est pareil, c'était de faire des trucs un peu éducatifs et tout ça. Et il y avait des gens qui étaient là pour forcément montrer ce qu'on peut faire avec leur projet, et puis d'autres où c'était vraiment de la vulgarisation. Tu vois, et encore, tu vois, même dans les short talks, tu vois, Nicolas Baca, la différence entre les wallets, enfin, tu vois, ça, il n'y a pas de but commercial non plus. Donc, on a essayé, voilà. Maintenant, le salon, il faut le financer. Donc, il faut avoir des gens, des sponsors. Qui soient présents, parce que sinon, tu fais rien. Soit tu mets une entrée à 500 balles et tu te retrouves à 300 couillons, et du coup, il n'y a pas d'ambiance, etc. Et là, après, il y a des choses qui t'intéressent, tu y vas pas. Et quand tu dis c'est pareil, il n'y avait pas beaucoup de stands, il y avait quand même pas loin de 100 stands. Donc, un event crypto, c'est pas, voilà, moi j'ai pas mal de potes, je sais que j'ai plein de potes de l'écosystème qui font des salons. Il y a Tom chez Block, il y a Raphaël, Jonathan, Rubik, tout ça, enfin, tu vois, on essaye tous justement de faire des salons pas chers. Il y a les mecs, il y a Potard aussi, Cryptosphère, tu vois, enfin voilà, donc dire il n'y avait pas beaucoup de stands, je pense qu'à Cryptosphère, c'est celui où il y en a le plus en vrai, et avec plein de prises de parole. Le plateau TV, c'est pareil, c'est offert à tout le monde, enfin, tu vois, faire du contenu, inviter qui ils veulent, enfin vraiment, enfin voilà. Merci beaucoup. Dernier point sur la vidéo, et effectivement, je pense qu'elle mérite Moi, d'être. j'y vais, Jérém. Salut mon Lilian, merci d'être passé. À très vite. Salut. Merci beaucoup à toi. Des bisous, Ciao tout Lilian. le monde. Et puis, bonne fin d'émission. Ça marche. Dernier point, Adam, Merci, Max. sur Vas-y. le côté, il y avait des personnes qui, selon toi, t'ont paru un peu inaccessibles, pour prendre un terme gentil, parce que tu en utilises des peut-être un petit peu plus durs. Là aussi, alors évidemment, certains, ils veulent des noms. Alors, on ne va pas t'obliger à les donner, et ça, c'est toi qui es libre ou pas. Mais effectivement, est-ce que c'était une minorité, ou est-ce que vraiment, tu as ressenti ça à chaque fois que tu allais voir quelqu'un d'un peu connu, qu'effectivement, il te rembarrait ou qui te répondait avec froideur, parce que effectivement, je pense que c'est intéressant que chacun donne son avis là-dessus. Ah non, pas du tout. C'était pas du tout la majorité. Je pense que sur la vidéo, et c'est pour ça que j'ai répondu aux commentaires, c'est pas du tout la majorité. C'est simplement, je dirais, 3-4 personnes d'un même média qui ont globalement, je vais pas dire gâché l'ambiance, parce que, encore une fois, l'ambiance sociale était cool. Je vais le répéter peut-être 10 fois.
Je pense que c'était clair. L'ambiance sociale des crypto était cool. Moi, j'ai juste dit les intervenants et les stands. Le reste, ok. Mais c'est vrai qu'il y a des personnalités qui, je pense, ont pris la grosse tête et qui ne se sentent plus. Et du coup, moi, j'ai assisté à des scènes. Non, Ouais, on veut savoir. j'ai assisté Mais à des alors, scènes. ça, c'est à chaque. Désolé, Non, je non. m'incruste, mais ça, c'est à. Ouais. T'en as fait beaucoup des events, professeur? On a Non, déjà- je pense que c'était pas là tout à l'heure. J'ai dit que c'était mon premier. Oui, mon- j'étais D'abord, pas- on va présenter Pardon. Ben, la Crypto Daily, qui voulait faire un tour. Ouais, je sais, je lui parlais. Ok. Je pensais que je savais pas que c'était Ben. Ok. Je termine juste ça. C'est pour ça que Et- je l'introduis. Ouais, excuse-moi. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait peut-être 3-4 personnes et c'était même pas perso, hein. Moi, il y a peut-être une personne qui m'a paru un peu harsh, tu vois, un peu dur, mais j'ai assisté à des scènes, mec, lunaires, tu vois, où putain, t'as des personnes, voilà, qui sont entre elles, c'est ce que j'ai qualifié de fans, mais je lui dirais plus d'abonnés, tu vois, il y a des abonnés qui viennent vers elle. J'assiste moi à la scène où le mec le rembarre, en fait. Il me dit, ouais, désolé, j'ai pas le temps, ou désolé, ouais, je suis pas venu pour ça. Là, je suis entre potes. J'ai entendu la phrase, je suis entre potes, tu vas pas que tu déranges. Genre, alors, donc, c'est pas la majorité. Enfin, je termine pour c'est répondre une personne, c'est une personne, 5 personnes, 10 personnes. Non, 3-4. Ouais, 3-4. Oui, mais est-ce qu'il faut en faire une généralisation? Ouais, il y en avait combien des créateurs? Il y en Est-ce avait que, une par- centaine. Non, est-ce que pas par- tous en même temps, parce s'il que vous parmi plaît, les messieurs. influx, il y a 5 cons, est-ce que tout OCR c'est de la merde et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Là, tu es en train de mettre juste parce qu'il y a, Non, c'est pas ce que je dis. 2 ou 3 influx qui ont fait des trucs qui sont pas cool. On va appeler ça comme ça, pas cool. Ouais, Mais tu peux pas taper sur OCR pour ça. mais c'est ce que Enfin, je dis dans la vidéo. Si il y a tu vas à la 3-4 personnes. PBWS, C'est ce que je dis, Ben. les gens ne te regardent pas. Ben, c'est ce que je dis dans la vidéo. Il y a 3-4 personnes. J'ai pas dit tous les influx. J'ai dit 3-4 personnes. Mec, je pense que tu entends quand même mon propos. Je suis arrivé trop tard dans la conversation. Ouais, je pense que tu arrivé trop tard. Du coup, ouais, Je suis arrivé trop tard. j'ai quand même limité à ça et je l'ai répété juste avant. Je dis que l'event socialement était cool, mais il y a quand même 3-4 personnes qui, pour moi, m'ont fait voir des choses qui sont pas correctes de la part d'influx et de la part de, je vais pas dire représentants de CryptoXer parce que je pense Tu veux pas balancer des noms au moins qu'on soit posé? Ouais, non, je pense que j'en ai assez déjà dit dans la vidéo en limitant ça à un média. Il n'y avait pas tant de médias que ça, gros, dans la crypto. Donc, voilà. Mais c'est quoi, c'est Coin Academy? Non, peut-être c'est Coin Academy, peut-être c'est Coin Academy. Non, mais je sais pas, je donne au hasard. Pourquoi tu dis Coin Academy? Peut-être que toi, tu as des choses à dire, peut-être sur Coin Non, Academy. moi, je me suis Ok, très d'accord. confondu avec. Donc, j'ai pas dit non, c'est toi qui as dit Coin Academy. Non, mais ça peut être Crypto Daily, c'est Journal du Coin, c'est. Alors, si je me permets, tu Il y m'as a confirmé que Crypto c'était pas aussi, Crypto Daily, par contre. Non, mais je donne tous les noms comme ça. Après, il y a Nico Blocks. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y en avait beaucoup. Bah, on va aller à la chasse à la sorcière, alors, hein. Vas-y, Ouais. Max. Parce que Envoie tous les Ils donnent médias, pas de on nom, va voir les c'est pour ça qu'ils réactions. donnent pas de nom, c'est que le but, c'est pas d'aller à la chasse aux sorcières, pas du tout. Mais le but, c'est de dire que, ok, il y a cette part-là. Par contre, oui, la plupart des influx, je vais pas qualifier ça d'influx, la plupart des gens qui étaient là sont cool. Mais ouais, il y en a 3-4 qui, pour moi, méritent des claques. Je dis ça comme ça. Tiens, Benjamin, est-ce que tu veux nous donner, et après on finira là-dessus, les copains, désolé, on a déjà grave débordé, mais je pense que c'était intéressant et peut-être Ben, c'est quoi ton retour de CryptoXR? T'y étais, t'as kiffé, c'était bien? Est-ce qu'il y avait des axes d'amélioration pour l'année prochaine? Parce que je sais que Max est quelqu'un de très humble et il les entend, les axes d'amélioration. J'ai plusieurs fois parlé avec lui, même dans l'émission, où il apprenait d'un événement à un autre. Donc, je ne sais pas si tu veux nous donner ton avis, Ben. Bon, déjà, bonjour à tous. Je suis arrivé direct comme ça, dernière minute. Désolé, je suis pas au studio, j'ai pas la caméra ni le micro. Moi, il y avait un point faible à CryptoXR, Max, et je te le dis honnêtement. Point faible, trop fort. Je crois que tu allais me dire Internet, ça c'est sûr. Non, en vrai, événement incroyable. On a kiffé. J'étais malade pendant 2 jours. Là, je viens à peine de me remettre. Ça s'entend encore dans la voix, je pense. C'était fou. J'étais là, tu sais, hein, avant l'existence de CryptoXR, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit je veux faire un event. Je t'ai dit vas-y. Merde, il est parti. Ah. T'es mute, Jérôme. Merde, Bah, je disais, Je vois Cryptic. le live va pas supporter. Ouais, tout le monde doit être malade comme tous les ans. Je vois Cryptic, merci pour la grippe, mais je crois que ça doit être. J'ai vu, il y a TK hier, j'ai vu, tu sais, ces vidéos journalières, là, je lui ai dit, tiens, t'as une voix chelou. Vas-y, Ben, j'y est revenu. Ben, rapidement, vas-y. Mais j'ai été coupé?
Ouais, Ouais, tu ouais, me ouais. disais trop fort, c'était charmé et tu as toujours été là pour aider CryptoXR Trop depuis. fort. Et CryptoXR, donc c'est devenu le meilleur event de loin. C'est accessible, il y a tout le monde. Alors oui, il y a peut-être des têtes à claques, mais c'est aussi ça la crypto, hein. Tout le monde n'est pas parfait en crypto. C'est Et pas dans la crypto d'ailleurs, je crois que c'est pareil dans tous les écosystèmes. Hein. oui, c'est pareil dans tous les écosystèmes. Personnellement, je suis un des mecs qui a probablement fait le plus d'événements crypto en France ces dernières années. Et là, on atteint un stade où ça devient incomparable. Enfin, les crypto-oxères avant, où c'était un peu plus petit, ok, il y avait peut-être des choses à dire, mais là, je marchais des kilomètres, il y avait encore des gens, il y avait encore des stands. C'était niveau rencontre, niveau networking, niveau divertissement. C'était au top du top et on pourra pas. Je vois pas comment un event peut faire mieux aujourd'hui. Alors après, on a tous un billet en fonction de ce qui nous importe à nous. Donc peut-être que pour moi, ça va être les relations que je vais faire. Pour d'autres, ça va être les gens qui vont rencontrer, etc. Mais bravo Max, comme je t'ai dit quand on a tourné une vidéo qui sortira bientôt, euh, t'as tout cassé avec fucking Gosser. Et voilà, et moi je prends déjà mes billets du Canada l'an prochain et je reviendrai encore une fois que pour CryptoXR. Il n'y a pas Et de toi, souci. tu m'as bien baisé la gueule. Ouais, comme chaque année. Comme chaque année. C'était bien. En tout cas, Ben, tu as loupé un moment d'émotion que je t'invite à retrouver dans le replay de l'émission où Max nous raconte cette surprise que tu lui fais à la fin. Je ne te spoil pas, mais je crois que tu as ému Max quasiment aux larmes. Tu regarderas en replay. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. En tout cas, merci à tous. Adam, peut-être, allez, je te laisse le mot de la fin parce que le but, non, si tu veux, c'est par correction. Moi, je veux qu'Adam, il nous dise qu'il reviendra l'an prochain, même s'il n'a pas trop Merci, aimé pour merci. comparer. Bah, déjà, merci pour l'invite. Ok, honnêtement, c'était cool de partager le point de vue. Moi honnêtement, j'ai pas de souci à débattre avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de souci. Voilà, Max, ça a l'air d'être un mec chill, cool. Et oui, je me suis excusé si la vidéo l'a un peu blessé en DM, encore une fois. Je t'invite à aller le voir. C'est pas une critique personnelle. Et du coup, pour conclure, ouais, je reviendrai avec plaisir. Si je suis pas blacklisté de l'event, Ouais, c'est pas le genre de Max. si je suis pas blacklisté de l'event, je reviendrai avec plaisir. Et ouais, si s'il y a possibilité de voir des améliorations, parce que je pense que voilà, le but, c'est d'onboard le plus de gens dans la crypto aussi. Et c'est avec des events comme ça, je serai à NFT Paris. Donc, je pourrais comparer. Et s'il y a des choses à dire sur NFT Paris, je les dirai, au même titre que je l'ai dit sur CryptoXR. Et puis, et puis voilà, je pense que j'ai conclu. Voilà, et merci beaucoup encore une fois pour l'invite. Et Ben, ok, il n'y a pas de souci. Je retiens que tu n'as pas tout vu, tu es venu direct et tu m'as direct mis à charge, il n'y a pas de souci, t'inquiète, on se reverra et c'était pareil. Non, mais Il y a 2 heures de live. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? mais en tout cas, c'est vrai que quoi qu'il arrive, le problème, je pense, dans tout ça, c'est toujours le fond et la forme. Et ça, quand on est sur Twitter, ça revient toujours. L'idée, c'est qu'évidemment, lorsqu'on dénonce une pratique et qu'on ne met pas des noms devant, il y en a qui se sentent personnellement touchés. Et forcément, ça suscite des réactions personnelles. Donc bon, maintenant, on imagine que c'est un média, donc 3-4 personnes. Et évidemment, ça ne remet pas en cause l'ouverture d'esprit et l'accessibilité de la plupart des personnes qui étaient sur place. Donc bon, je pense qu'il y a des... Et juste, moi, voilà, CryptoXR, c'est pareil, pour mettre le petit mot de la fin aussi, c'est que, attention, à CryptoXR, on défraie personne. Et là, même les médias et tout, on tous joue le jeu de fou à faire la promotion de CryptoXR et à perdre du temps parce qu'ils viennent aussi pour faire un peu de networking, tout ça, mais à prendre billets d'avion pour certains. Quoi, tu vas pas me rembourser mon billet d'avion en première classe, là? Et la villa? Il y a un problème d'écho. Bon, les amis, il faut... Mais voilà, et en gros, c'est vraiment pour faire plaisir. Et je pense que c'est pareil, il y a du monde et les commus viennent parce que, pareil, les médias viennent et peut-être que tu n'as pas eu de chance non plus parce que je pense que moi, pour connaître tous ceux qui étaient là, il y a des gens qui sont plus ou moins réservés que d'autres. Tu n'es peut-être pas tombé au bon moment ou choses comme ça et tu t'es fait envoyer peut-être un peu bouler parce que c'était un moment où ils parlaient d'un truc précis et ils n'avaient pas. Même moi, un CryptoXR, je courais partout. Il y a des mecs qui venaient me parler. Je leur disais, mec, excuse-moi, je m'en vais. Et je me sentais même connard avec plein de gens. J'ai passé du temps avec quasiment personne parce que je courais partout. Bon, ça, c'est au niveau de l'orga. Mais tu vois, tu es peut-être tombé tout simplement à un moment où il s'était pris une cuite la veille et il avait une barre là, il n'avait pas envie qu'on lui casse les couilles. Ça peut arriver aussi. Enfin, tu vois, donc je pense que
Parce que moi, connaissant à peu près tout le monde, dans l'ensemble, il n'y a que des mecs un peu chill et cool, quoi. Merci à tous. Franchement, c'était hyper intéressant. Merci d'avoir accepté, en tout cas, l'invitation. Et puis, on peut se dire rendez-vous l'année prochaine à Cryptoxer, j'espère. On Max. va y réfléchir. Et puis sinon, pour ceux qui viennent, on se retrouve à NFT Paris, en vrai. Et puis effectivement, ce sera intéressant d'avoir l'avis d'Adam sur ce deuxième événement crypto qu'il fait. Et sans doute qu'il y aura à redire aussi, et on en rediscutera, et c'est toujours intéressant. Merci à tous. Je vais recevoir